Yo tout le monde, ça va ou quoi? Moi, la patate. Et aujourd'hui, l'histoire, c'est celle d'un mec qui servait de chien de garde à une organisation qui le contrôlait de la pire des manières, en l'envoyant buter des monstres, aller sur des champs de bataille et risquer sa peau. Et à cause de ça, il finit par y passer, et vous voulez savoir ce qui lui est arrivé? Restez bien jusqu'à la fin pour le découvrir. Et bien sûr, n'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner, merci d'avance. Dans un monde complètement envahi par des bêtes démoniaques, il y avait un homme qui kiffait vraiment les chasser. Il avait déjà défoncé la 32e horde de monstres. Depuis la grande catastrophe d'Halloween en 2024, le monde était envahi par des créatures infernales. Le fossé de puissance entre les humains et les monstres était énorme. Seuls ceux qui avaient dépassé les limites humaines pouvaient se battre contre eux. Et parmi eux tous, le plus puissant était Kay, un candidat au rang S. En observant le paysage de loin, Kay a repéré un monstre gigantesque. Il pensait que la mission ne concernerait que 33 monstres, comme convenu. Méfiant, il a demandé, via le communicateur, s'il se fichait de lui. La réponse fut que son interlocuteur n'était même pas sur le champ de bataille et que des erreurs de renseignement pouvaient arriver. Cependant, en un clin d'œil, la créature était déjà sur Kay. Il a été attiré par une force écrasante et l'instant d'après, il s'est fait trancher par l'une des lames du monstre. À ce moment-là, Kay s'est dit que les toutous de l'organisation n'avaient vraiment aucune liberté. Il aurait juste voulu vivre un peu plus longtemps, en paix. La seconde suivante, il s'est retrouvé piégé à l'intérieur d'un parc pour bébés. Perdu, il se demandait ce qu'il faisait là. Peu après, il a vu une femme s'approcher et s'est demandé si elle faisait partie de l'organisation ou s'il lui avait jeté une sorte de sort. La femme souriante s'est approchée et lui a demandé s'il était déjà réveillé, l'appelant « mon cœur » et lui disant que maman était là. Kay était complètement paumé. Il a passé plusieurs minutes à essayer de comprendre ce qui se passait. La télé était allumée, donc il y avait de l'électricité. Il pouvait entendre les voitures passer dans la rue et s'est demandé s'il ne s'était pas réincarné dans un autre monde où la catastrophe n'avait jamais eu lieu. Si c'était vrai, alors l'organisation n'existait pas ici. Ça voulait dire qu'il était libre. Pour la première fois, il a senti que Dieu ne l'avait pas abandonné. Il savait qu'il n'oublierait jamais ce jour. Il a vite découvert qu'il était en l'an 2020 sur la planète Terre. Autrement dit, il s'était réveillé 4 ans avant la catastrophe. Mais il s'est alors demandé pourquoi Dieu avait été si cruel avec lui. Après y avoir réfléchi, il a changé d'avis. Rien n'était impossible pour quelqu'un comme lui. Malgré ça, à ce moment précis, il ne pouvait ni se tenir debout ni parler. Il se retrouvait dépendant de la femme qu'il appelait son fils. Il s'est dit qu'il pourrait peut-être se servir d'elle en fonction de ses compétences. Mais la première chose qu'elle a faite, c'est de faire tomber une boîte du placard sur sa propre tête. Kay a essayé de rester positif. Il s'est dit que l'agilité n'était peut-être pas son point fort. Cependant, juste après, elle a fait exploser le cuiseur Harry et a failli mettre le feu à toute la maison. Même avec les cheveux roussis, elle s'est tournée vers le bébé et a dit que tout allait bien et qu'elle allait bientôt réussir à lui préparer à manger. Kay a commencé à penser que ça ressemblait déjà à la fin du monde. Soudain, ils ont été interrompus par la sonnette. C'était une livraison. La mère de Kay a couru vers la porte, mais lui, ça l'a intrigué. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas entendu ce mot « livraison ». Si c'était un livreur, alors il était en contact avec beaucoup de monde. Et s'il était infecté? Au moment où le livreur a ouvert la porte, Kay a compris qu'il avait raison. Cet homme était bel et bien infecté. Sa puissance monstrueuse faisait flotter toutes les boîtes autour de lui. Kay a flippé. Une créature venait d'apparaître juste devant lui. Il devait sortir du parc le plus vite possible. Il a jeté un oreiller par terre, et la seconde d'après, il a failli se faire toucher par un tir de la créature. Il a sauté sur l'oreiller pour se protéger et a compris que si ce monstre le touchait, il mourrait. Dans sa vie passée, il avait accumulé beaucoup de connaissances sur les monstres en combat. Il savait très bien qu'un corps humain normal ne pouvait pas les affronter directement. Après une analyse rapide, il en a déduit que c'était un monstre de type amplification. Sa force brute était terrifiante, mais il n'était pas très malin. Donc, tout simplement, Kay a posé un biberon par terre pour que le monstre glisse dessus. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La créature est tombée par la fenêtre. Kay s'est dit que finalement, toute cette expérience accumulée avait servi à quelque chose. Mais sans qu'il s'en rende compte, quelque chose d'étrange s'est produit. Une sorte de queue a poussé de son corps, s'est lancée sur la créature en chute et a extrait son cristal magique. Kay était perplexe, il n'avait aucune idée de ce que c'était. En y regardant de plus près, il a réalisé que c'était la capacité qu'il avait dans sa vie passée, la queue de Teyot. Il était encore plus surpris de réaliser qu'il était né 3 ans après la catastrophe, mais qu'il était maintenant revenu 4 ans avant. Et pourtant, les capacités de sa vie passée étaient toujours avec lui. Kay ne comprenait rien, mais il savait qu'il avait eu du bol. La queue de Teyote avait la capacité d'absorber les noyaux des monstres, alors il a décidé de tenter quelque chose.
il a utilisé le noyau du monstre qu'il avait jeté par la fenêtre et a activé l'une de ses capacités, faisant apparaître une lame de chair à la place de son bras. Il s'est dit que dans sa vie passée, à l'âge de 7 ans, il était déjà de rang S. Maintenant, avec le pouvoir d'absorption, il pourrait facilement atteindre la classe légendaire. Son heure avait enfin sonné. Mais avant qu'il ne puisse réagir, il s'est rendu compte que son corps ne bougeait plus. Pendant le combat précédent, l'un des pieds du parc pour bébé s'était cassé et avait fini par lui tomber directement dessus. La mère de Kei a réagi au dernier moment et avant de perdre connaissance, il s'est souvenu de ces jours sombres où il devait manger de la pâtée pour chien pour survivre. Plus tard, à son réveil, la première chose qu'il a pensé, c'est qu'il n'était plus un chien. Il se sentait entier. La femme l'avait sauvé. Il a aussi réalisé qu'il s'était évanoui, peut-être parce que le pouvoir était trop grand pour le corps fragile d'un bébé. Il pouvait à peine maintenir ses capacités actives pendant 30 secondes. Mais ses pensées ont été interrompues quand il a remarqué que sa mère pleurait. Elle tenait un journal plein de notes, de post-it et d'autocollants. Elle avait aussi une blessure à l'épaule, probablement causée en le sauvant. Kei s'est dit que dans sa vie passée, sa mère l'avait vendue à l'organisation. Mais cette femme semblait différente, alors il a décidé qu'il resterait avec elle un peu plus longtemps. Il en est devenu certain quand, à son réveil, il a été serré fort dans les bras par la femme qu'il appelait son petit garçon chéri. Malgré tout, Kei savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Le monde allait bientôt changer radicalement. Il pouvait sentir que le prochain monstre apparaîtrait très près de lui. Plus tard, sa mère lui a fait un cadeau spécial, un chien. Kei était surpris. Il connaissait ce chien. Il avait du mal à croire qu'il le reverrait dans cette nouvelle vie. Mais il s'est dit que l'animal était peut-être trop balèze pour jouer avec un gamin comme lui. D'un autre côté, il a pensé que ça pourrait être un avantage. S'il l'entraînait correctement, il pourrait s'en servir comme monture ou pour faire flipper les monstres. Un chien de cette taille pourrait être super utile. Alors, son entraînement spécial a commencé. Il a placé une friandise devant le chien, s'attendant à ce qu'il reconnaisse qui était le patron. Le chien est resté immobile avec un air complètement abruti jusqu'à ce qu'il finisse par prendre la friandise. Kei a profité de l'instant pour poser le pied sur la tête de l'animal afin de montrer qui commandait ici. Mais ça n'a pas marché. Le chien lui a écrasé la tronche de toutes ses forces. Kei s'est jeté sur lui et ils ont commencé à s'échanger des mandales dans un affrontement chaotique. Pendant qu'ils se battaient, la mère croyait avec une innocence totale qu'ils devenaient super potes. Mais à ce moment précis, alors que la femme était distraite, les deux ont senti une présence derrière elle. Un monstre approchait, le premier à agir fut le chien. Il s'est mis à aboyer furieusement sur la créature qui s'est révélée être un slim. Sans hésiter, le chien a poussé la mère de Kei dans l'évier juste au moment où elle se penchait pour ramasser quelque chose. Kei était halluciné de voir à quel point cette femme pouvait être maladroite. Il s'est dit qu'un slime était faible, mais extrêmement chiant à gérer. À cause de son corps liquide, il était pratiquement immunisé contre les attaques perforantes. La femme s'était cogné la tête contre l'évier en essayant de se relever. Pendant ce temps, le chien avait été capturé par le slime et se faisait digérer lentement. Kei a dû improviser. Il a chopé une bouteille de talc pour bébé et l'a balancée sur le monstre. La réaction chimique a fait que le slime s'est divisé en plusieurs parties, qui se sont mises à rebondir dans tous les sens. Profitant du chaos, Kei a attrapé l'un des morceaux et a utilisé la poubelle pour capturer le noyau principal du slime. Il pensait que tout avait fonctionné grâce à lui, évidemment. Et au moment où la femme s'est relevée, elle a fini par se faire tomber une assiette sur la tête. Elle a marmonné qu'elle avait vraiment la poisse, parce que maintenant, elle allait devoir tout nettoyer. Pendant qu'elle se plaignait, Kei analysait le slime capturé. Il sentait qu'il avait eu un sacré coup de bol, ce slime pourrait servir d'excellent répulsif à monstre. S'il enduisait les fenêtres avec cette glu, ça pourrait aussi servir de protection contre les éclats. C'était une bonne ressource, mais il y avait un problème. Kei n'était pas encore assez costaud pour maintenir le slime piégé dans la poubelle. Du coup, le monstre s'est échappé. Le chien a même essayé de le mordre, mais ça ne servait à rien. Kei a tenté de le capturer à nouveau avec la poubelle, mais le slime s'est enfui par la fenêtre et a même eu l'audace de leur faire un doigt D. Poussés par la haine et le désir de vengeance, les deux ont uni leurs forces pour capturer cette saleté de Slim. Kei a enfourché le chien comme un vrai chevalier sur son cheval de guerre, tenant un parapluie comme une lance. Sans que la mère ne s'en aperçoive, ils ont quitté l'appartement et sont allés directement dans la cour de l'immeuble. Comment c'était possible, personne ne le sait, mais Kei n'arrivait pas à comprendre comment cette femme pouvait être aussi tête en l'air. En arrivant au rez-de-chaussée, Kei a été assez rapide pour repérer le slime en train d'attaquer sa prochaine victime, une petite fille qui passait par là, inconsciente du danger. Il a pensé qu'il pourrait détruire le monstre d'une seule attaque avec ses pouvoirs, mais il savait que ça le laisserait paralysé pendant un long moment. Il risquait même de tomber dans les pommes. Malgré tout, si cette fille était infectée par le slime, ce serait la fin pour elle.
Sans hésiter, Kay a fait un saut puissant avec l'aide de son chien de garde. En l'air, il a ouvert le parapluie pour repousser l'attaque du slime. Il a rebondi sur les murs de la cour pour prendre de l'élan et a finalement utilisé sa capacité d'amplification pour étendre son bras et écraser le monstre. Ça a marché. Maintenant, il pleuvait de la substance gluante partout. La petite fille, complètement terrifiée, s'est enfuie en courant. Kay a compris sa réaction, c'était normal. Il pensait qu'il était temps de tout nettoyer, mais à sa grande surprise, il n'en a même pas eu besoin. Le récit du coyote a agi de lui-même, absorbant le noyau du slime et lui accordant le pouvoir de la créature. Kay a remarqué que ses capacités commençaient à coexister. Dans sa vie passée, il utilisait presque exclusivement la capacité d'amplification. Il évitait de changer de pouvoir pour ne pas être détecté par l'organisation. Mais c'est aussi ce qui a conduit à sa mort. Il s'est alors souvenu de quelque chose d'important. Plus un éveillé s'adapte jeune à ses pouvoirs, plus il devient fort dans le futur. Quand il a été adopté par l'organisation à l'âge de 10 ans, les autres candidats sont morts parce que leur corps ne pouvait pas supporter la toxine du monstre. Mais lui a survécu. Kay était un être éveillé rare, un super adapté. Son potentiel était maintenant pratiquement illimité. Il est donc descendu du chien et est allé accomplir sa véritable mission. Il a utilisé le pouvoir du slime pour répandre une barrière collante autour de l'immeuble, créant un bouclier anti-monstre. Mais il était complètement épuisé. Il s'y attendait car son corps de bébé ne pouvait pas encore supporter l'utilisation continue de ses capacités. En essayant de se reposer, il a remarqué que le chien le regardait fixement. Sans dire un mot, le chien l'a attrapé par sa chemise et l'a traîné à l'intérieur de la maison. Plus tard, après avoir nettoyé tout le bazar et pris un bain, la mère de Kay était heureuse de voir le bébé et le chien couchés ensemble. On dirait de grands amis maintenant, mais Kay souffrait en silence parce que le chien était incroyablement lourd. Le lendemain après-midi, Kay avait déjà terminé sa mission pendant que le chien dormait en ronflant bruyamment. Il avait fini la barrière de protection autour de l'immeuble en utilisant le pouvoir du slime. Il savait qu'en attendant la grande catastrophe, au moins cet endroit serait un peu plus sûr. Petit à petit, Kay comprenait aussi mieux les secrets du récit du coyote. En y regardant de plus près, il a remarqué qu'il avait 4 cellules en forme de poche, comme des nids d'abeilles. Cela signifiait qu'il pouvait stocker jusqu'à 4 capacités différentes. Pour le moment, il pouvait en utiliser 2, mais seulement pendant 30 secondes. Mais Kay savait aussi qu'il avait besoin de plus que de la force. S'il voulait survivre à la catastrophe, il devrait se préparer à l'avance, et cela signifiait rassembler des provisions. La plupart des morts, pendant la grande catastrophe, ne sont pas survenus à cause des monstres, mais à cause du manque de provisions. Les gens qui n'avaient ni nourriture ni eau sont tout simplement morts. Ceux qui se sont battus pour ces ressources ont fini par mourir aussi. C'est pourquoi Kay savait que s'il parvenait à tout stocker à l'avance en prévoyant les événements futurs, il aurait un énorme avantage. Et plus que ça, d'autres personnes commenceraient à le suivre pour sa clairvoyance. Il voulait commencer à se préparer le plus tôt possible car il savait que les marchés seraient bientôt envahis par les monstres. Et quand plus d'une personne était infectée, les monstres se multipliaient rapidement. Dans son état actuel, il ne pouvait pas en combattre beaucoup à la fois. Du coup, il devait chercher des alternatives, d'autres endroits, d'autres moyens de se procurer des provisions. C'est là qu'il a remarqué le téléphone de sa mère sur la table. L'appareil était déverrouillé et déjà ouvert sur l'appli de messagerie, pile dans la conversation de groupe de l'immeuble. Il a sauté sur l'occasion et a écrit un message pour prévenir que la catastrophe arrivait et qu'il était urgent de rassembler des provisions, mais personne ne l'a pris au sérieux. Personne ne l'a cru. Kay s'est dit qu'avec un tel niveau de bêtise, ils allaient de mourir avant même de comprendre ce qui se passait. Soudain, il a reçu un message privé. Quelqu'un s'était intéressé à ce qu'il avait écrit. Le nom du compte était Hot, et en voyant ce nom, Kay a commencé à se méfier. Il se demandait si c'était la même Hot de l'organisation. Pendant ce temps, Hot se marrait toute seule, trouvant tout ça très amusant. Elle a commencé à discuter avec Kay et lui a fait une offre. Elle a dit qu'elle pouvait lui fournir tout ce dont il avait besoin, de l'eau, de la nourriture, des armes, mais bien sûr, tout avait un prix. L'information sur l'emplacement de ses provisions serait vendue pour 100 millions de yémen. Cependant, comme il serait aussi difficile de tout transporter, elle a proposé une autre option. S'il acceptait de lui livrer 20% des provisions, l'affaire serait conclue. Kay a trouvé ça bizarre. Le style d'écriture ressemblait à celui d'un gamin de primaire, et pourtant la conversation portait sur 100 millions. Il était sûr que c'était la Hot qu'il connaissait. Malgré tout, il a demandé comment il pouvait lui faire confiance et ce qui se passerait s'il ne voulait pas négocier. Hot a simplement répondu en lui demandant s'il avait vraiment l'intention d'en faire son ennemi. Face à ça, il a exigé de connaître l'emplacement immédiatement. Il voulait aller droit au but. Alors, Hot a répondu qu'elle avait laissé toutes les informations dans la boîte aux lettres de l'immeuble où il vivait.
Kay savait que l'organisation n'existait pas encore à cette époque, mais cette fille était clairement dangereuse. Même si elle ne serait pas une leaduse à l'avenir, elle manipulait l'information et jouait avec les gens comme s'ils étaient des pions. Kay connaissait ce petit jeu. Il savait qu'elle utilisait probablement cette situation comme un appât pour attirer son attention, mais cette fois-ci, ce serait différent. Cette fois, ce serait lui qui sèmerait le chaos. Mais avant toute chose, il a dormi. Après tout, c'était un bébé et il avait besoin d'une sieste. 2 heures plus tard, il s'est réveillé frais et dispo avec assez d'énergie pour aller récupérer les informations promises. Mais il a remarqué un problème. L'ascenseur avait une caméra de surveillance et descendre tous les escaliers serait super galère avec son corps actuel. Alors, il a réveillé son chien en lui serrant la queue, mais le chien l'a remarqué et lui a foutu un coup de queue en pleine face, ce qui a fait se demander à notre protagoniste ce que c'était que ce bordel. Un peu paumé. Mais dès qu'il a vu une friandise, il a tout oublié. Kay a placé la friandise devant lui. Marché conclu. Tout était prêt. Maintenant, il était temps d'y aller. Kay s'est dit que ce chien était finalement bien pratique. Lui et son compagnon à 4 pattes se sont donc mis en route avant que maman ne se réveille. Ils ont réussi à atteindre le rez-de-chaussée, mais Kay a remarqué qu'il y avait aussi une caméra installée là. Il savait très well que s'il était filmé, les images seraient envoyées directement à Hot. À ce moment-là, son objectif est donc devenu de duper la surveillance. Utilisant son pouvoir d'amplification, Kay a analysé les environs. En plus des caméras habituelles de l'immeuble, il en a trouvé 3 autres, cachées, toutes installées par Hot elle-même. Mais Kay n'était pas assez naïf pour tomber dans un piège aussi bidon, pendant que Hot regardait, attendant d'identifier sa nouvelle victime. Elle a attrapé le téléphone portable planqué entre ses airbags et a été surprise de ne voir qu'un chien devant la caméra. La vérité, c'est que Kay avait découvert un angle mort commun à toutes les caméras. Il a donc placé le chien devant et est allé chercher les informations dont il avait besoin. Cependant, Hot lui a soudainement parlé via le micro de la caméra, lui demandant qui diable il était. Kay a répondu par un message disant que si elle voulait la réponse, elle devrait envoyer 100 millions. Hot était furax. Personne ne se foutait de sa gueule comme ça. En réponse, elle a utilisé un de ses jouets spéciaux, une araignée équipée d'une caméra, résistante à la poussière, à l'eau, aux hautes températures, anti-magnétisme et avec un mouvement rapide. Cependant, l'araignée a fini écrasée par maman qui s'était réveillée et avait vu le chien en bas. Elle a demandé ce que le petit toutou faisait à cet endroit. Tandis que Kay s'inquiétait que tout soit foutu, Hot pleurait la perte de son araignée. À ce moment-là, elle s'est souvenue que l'appareil avait aussi une fonction de communication qui lui permettait d'entendre la conversation de maman avec son fils. Même sans obtenir de réponse, elle allait écouter l'engueulade de maman et ça l'a saoulée. Elle a juré qu'elle prendrait sa revanche un jour, mais pour l'instant, elle était curieuse de découvrir qui était ce garçon. Maman a pris son fils dans ses bras en disant que cet endroit était très dangereux. C'est là que Hot a cédé. Elle a dit qu'elle donnerait les informations gratuitement et qu'elle enverrait même des provisions. Kay était surpris après tout. Il n'avait quasiment rien fait et avait déjà gagné cette bataille. Plus tard, maman a puni le chien en pensant qu'il avait ouvert la porte. Il était attaché en train de chialer, le pauvre. Kay a regardé la scène et s'est dit qu'il le sauverait bientôt grâce aux informations données par Hot. Kay a découvert qu'un entrepôt de supermarché allait bientôt ouvrir. Il semblait qu'elle transmettait des données qu'elle avait piquées à d'autres personnes, ce qui était plutôt généreux de sa part. Pour lui, rassembler des provisions le plus vite possible serait l'idéal. Kay a laissé le prospectus du supermarché sur la table en espérant que sa mère le verrait, mais elle ne l'a pas remarqué. Il ne pouvait pas juste se lever et dire que la fin du monde approchait. Elle pèterait un câble. Puis, comme par hasard, maman a mentionné qu'il n'y avait plus assez de lait que pour 5 jours. Kay a vu l'occasion parfaite. Il a fait exprès de renverser le lait en poudre par terre. Quand maman a vu ça, elle a réalisé que son fils dormait et en a conclu qu'elle devrait sortir pour acheter plus de lait. Coïncidence, il y avait un prospectus de supermarché juste là, sur la table. Elle s'est dit que ça ne coûterait rien d'y faire un saut. Et Kay, faisant toujours semblant de dormir, s'est simplement dit que la mission était accomplie. Plus tard, ils étaient sortis se promener. Kay portait une adorable petite tenue rose et le chien avait été libéré de sa punition. Cependant, maman a fini par mettre trop de nourriture dans sa gamelle. Alors qu'elle quittait la résidence comme si de rien n'était, un garde s'est pointé pour la prévenir, disant que ces derniers jours, une maladie hyper contagieuse se propageait. Malgré ça, maman a répondu qu'elle devait acheter du lait. Kay s'est dit que ce garde était sûrement un type du gouvernement. Le gouvernement essayait encore de retenir les gens, mais il savait que bientôt, ils seraient tous partis. Le garde a insisté en disant que peu importe la raison, elle devait rentrer chez elle jusqu'à ce que les choses se calment. Cependant, avant qu'il ne puisse finir, il s'est fait choper par un monstre. La créature a écrasé la tête du garde d'une simple pression et a bouffé le corps en disant que c'était des protéines.
Kay a tout de suite compris que c'était un type de monstre ultra dangereux capable de démultiplier sa force. Physiquement, il n'avait aucune faiblesse apparente. Si Kay ne pouvait pas utiliser son pouvoir, il y passerait, et sa mère aussi. Avant que Kay ait pu réagir, sa mère l'a attrapé de la poussette et s'est mise à courir. Il était content qu'elle essaie au moins de fuir, mais il savait que ça ne servirait à rien parce que la créature était bien plus rapide. Heureusement, Kay a repéré plusieurs extincteurs pas loin, éparpillés dans la résidence. Alors il a utilisé son pouvoir d'amplification pour créer une lance et tous les péter d'un coup. Le nuage de poudre chimique s'est répandu super vite, cachant ses mouvements. Ça a suffi pour permettre à Kay de placer un coup de pied sauté amplifié en plein dans le monstre. Même s'il n'était qu'un bébé, il pouvait se tenir debout tout seul grâce à l'amplification de son corps. Il savait qu'il n'avait que 30 secondes pour buter cette créature et qu'il devait le faire sans que personne ne le crame. Au moins, sa mère était dans les vapes, mais il ne savait pas pour combien de temps. Comme c'était un monstre de type croissance, Kay savait que son point faible était un noyau caché dans sa tête. S'il pouvait frapper cet endroit assez fort, il pourrait peut-être le battre. Mais quand la créature s'est approchée, il a compris que ça ne serait pas si simple. Il allait devoir en finir d'une seule attaque. Quand la créature a tenté de l'attaquer, Kay a réussi à esquiver et a utilisé ses liens pour piéger le corps de l'ennemi. Les cordes lui ont fait des petites coupures, mais ce n'était rien que des égratignures, un truc de rien du tout par rapport à la taille de la bestiole. Malgré ça, Kay n'a pas lâché l'affaire. Il s'est servi des cordes surtout pour bouger avec agilité, esquiver les attaques tout en lui faisant perdre de plus en plus de sang. Pour le monstre, toucher un si petit bébé était super difficile. C'était comme un chat qui essaie d'attraper une souris. Au bout de quelques secondes, la créature était déjà crevée. Kay aussi, mais il était fier de sa performance, même en étant un bébé. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que le monstre arrache un bout de bagnole pour essayer de le frapper avec. Il a fini par se faire érafler au front et à ce moment-là, il ne savait plus trop quoi faire. Il était blessé, en désavantage sur le terrain et loin de la créature. Pour ne rien arranger, sa mère s'est réveillée. Elle était paumée, elle ne savait pas quoi faire, surtout après avoir vu ce monstre. Kay a remarqué qu'elle fouillait dans son sac à main et a pensé qu'elle devait se barrer de là immédiatement. Mais, à sa grande surprise, sa mère a sorti un taser et a électrocuté le monstre. Kay ne s'attendait pas à ce que sa mère ait une arme à électrochoc, mais cette attaque a créé l'ouverture dont il avait besoin. Même si le monstre a dégagé le taser juste après, Kay a profité de ce moment pour frapper la créature en plein milieu du crâne avec une perceuse, mettant fin au combat une bonne fois pour toutes. Kay s'est dit que sans sa mère, il n'aurait jamais pu vaincre ce monstre. Le simple fait de se souvenir qu'elle a risqué sa propre vie pour lui a fait réaliser qu'il devait encore s'entraîner beaucoup plus. Après tout ce combat, il était tellement claqué qu'il ne s'est réveillé que quelques heures plus tard. Quand il a ouvert les yeux, Kay était furax. Il a cru que ce type était une sorte de pervers, et il lui a dit de dégager en lui crachant un jet de petits pois en pleine bouche. Maman s'est excusée, mais l'homme a dit que ce n'était rien, que le bébé avait sûrement juste eu peur. Il a aussi fait une remarque sur le chien. Et Kay a réalisé que c'était le voisin qui le leur avait offert. Maman a répondu que le chien allait très bien et l'a remercié pour son aide. Mais Kay a commencé à trouver tout ça très bizarre. Maman avait vu le monstre et pourtant, elle agissait comme si de rien n'était. En plus de ça, ses cheveux étaient un peu humides et il s'est dit qu'elle avait peut-être encore pleuré en cachette. Le voisin a alors informé Hayashi Sakuraji que tout le monde se préparait à partir pour refaire le plein de provisions. Kay s'est dit qu'il était au moins un minimum intelligent. Mais pendant qu'ils étaient distraits, à tout organiser, Kay est retourné au rez-de-chaussée pour récupérer le noyau de la créature qu'il avait vaincue. Comme ce monstre était de type renforcement, il n'a pas obtenu de nouvelles compétences, mais a plutôt amélioré celles qu'il avait déjà. Maintenant, il pouvait durcir ses fils de sang et de chair. Cependant, Kay a remarqué que son voisin était aussi en bas, en train de téléphoner. L'homme a clairement dit que c'était la raison pour laquelle ils avaient fait venir l'enfant et la mère en urgence. Ils pourraient les utiliser comme appât pour s'échapper. Kay a trouvé ça complètement dingue et a eu la certitude que ce type avait un sérieux problème. Après tout, qui laisse un chien énorme avec un bébé? Au téléphone, le voisin leur a demandé de préparer le véhicule et de faire plus de provisions. Soudain, un éclat de verre de la voiture est tombé par terre, attirant son attention. Il s'est approché, mais n'a pas soupçonné Kay car il ne ressemblait à rien de plus qu'un petit bébé. Il lui a demandé comment il était arrivé là, mais il a vite repris son appel, disant que personne n'avait rien interrompu, que c'était juste un bébé stupide. Il a même ajouté que s'il butait le gosse sur le champ, ça ne poserait aucun problème. Il n'allait juste pas le faire sur le moment. Kay était sous le choc. Ce mec était complètement cinglé. Plus tard, tout le monde était déjà dans la voiture, remplie de résidents du même immeuble. Le voisin psychopathe était au volant. Et même à ce moment-là, Kay se demandait comment personne ici n'avait l'air d'avoir vu le moindre monstre.
Pourquoi tout le monde agissait comme si le monde extérieur était encore normal? Alors que le véhicule avançait dans les rues, il y avait d'autres voitures autour d'eux. Kay s'est dit que c'était peut-être une sorte de mécanisme de défense humain. Même en voyant des monstres ou des cadavres, les gens n'arrivaient pas toujours à accepter que le monde touchait à sa fin. Le cerveau essayait de croire à l'explication la plus plausible. Donc, tout le monde faisait semblant que tout était normal juste pour éviter la panique. Le trajet s'éternisait et Hayashi Sakuragi a offert des encas à tout le monde, comme des sandwichs et des hot dogs. Kay en a profité pour étaler un peu de sa morve sur le sandwich que le chauffeur allait manger. L'une des personnes qui a reçu un sandwich était Dancer de l'appartement 103, qui a demandé à maman comment était la vie en élevant un enfant seul. La résidente, Léo Kexian de l'appartement 109, a ajouté qu'elle voulait savoir aussi. Elle trouvait ça curieux que maman soit jeune, belle, n'ait pas l'air de travailler et qu'elle sorte quand même seule de l'immeuble sans avoir peur du danger à l'extérieur. Hayashi a répondu que gérer tout ça avait été un peu trop pour elle, surtout que dernièrement, dès que son fils était laissé seul, il n'en faisait qu'à sa tête. Elle avait décidé de l'emmener seulement après avoir longuement réfléchi à la situation. Chenshu a fait remarquer que mademoiselle Hayashi pourrait être utile au combat puisqu'elle avait réussi à vaincre un de ces monstres avec un taser. Et en plus de ça, maintenant, ils avaient aussi un chien. Ce chien était à l'intérieur du camion qu'ils utilisaient pour stocker les provisions, mais s'il restait dans le véhicule avec autant de monde, la situation deviendrait chelou. Hayashi a dit que pour être honnête, elle ne se souvenait pas vraiment de ce qui s'était passé. Kay, lui, trouvait que l'idée que sa mère puisse être utile au combat était une grosse blague. Chenny a dit que ça allait vu qu'il ne semblait pas y avoir de monstres dans le coin, sauf qu'il a parlé trop vite, parce qu'en descendant une des rues, ils ont vu une femme poursuivie par une horde de monstres insectes bizarres. Le chauffeur a crié à tout le monde de bien s'accrocher et a dû donner un grand coup de volant pour éviter de percuter la femme ou les monstres. Malgré ça, pendant l'embardée, la femme s'est fait choper par les créatures. Kay s'est dit que cette journée était un vrai bordel. Maintenant, ils étaient tous encerclés. Il a reconnu ces monstres. Ils avaient des têtes d'insectes, des marques de piqûres sur le cou et étaient clairement contrôlés par une reine monstre ou un truc du genre esprit de ruche. C'était comme s'ils obéissaient à une conscience collective. C'étaient des créatures parasites contrôleuses qui transformaient les humains en marionnettes. Individuellement, ils n'éternaient pas fort, mais le problème, c'était quand ils formaient des hordes. Ils n'arrêtaient pas de se multiplier de façon exponentielle. Kay s'est dit qu'ils devaient se barrer de là immédiatement. Mais une des créatures avait déjà fait voler en éclats le pare-brise. Kay a réalisé qu'au milieu de tant de monde, il ne pourrait pas utiliser ses pouvoirs. Et même s'il essayait, il ne pourrait les utiliser que pendant 30 secondes. S'il les gâchait maintenant, tout serait foutu. Il se demandait s'il n'y avait vraiment personne dans cette bagnole qui savait se battre. Pendant ce temps, le Kian a commencé à paniquer, demandant si personne n'allait rien faire pour sauver la femme qui se faisait attaquer. Kay était outrée. Il s'est dit qu'elle se foutait de sa gueule. Si elle était si inquiète, pourquoi elle n'y allait pas elle-même? Kay a même envisagé que laisser cette femme derrière eux n'était peut-être pas une si mauvaise idée. Luxiane était chiante et probablement inutile au combat. Puis, un autre résident, Shin Monuro de l'appartement 509, a dit qu'il était déjà trop tard pour la sauver car elle avait été blessée et était probablement déjà infectée par le parasite. Kay en a conclu que le vieil homme avait de bons yeux et pourrait en fait être utile au combat. Chensha a demandé s'il ne devrait pas simplement écraser les monstres puisqu'ils devraient de toute façon s'en débarrasser pour s'échapper. Kay s'est demandé si ce type essayait de tuer tout le monde à l'intérieur de la caisse. Parce qu'il n'était clairement pas digne de confiance, le chauffeur du camion était probablement du même acabit. Soudain, Densor a pris la parole disant qu'il allait combattre les créatures. Il avait attrapé une arme improvisée, mais il était si nerveux qu'il a failli tomber dans les pommes sur place. Kay n'arrivait pas non plus à trouver une issue efficace à cette situation. C'est à ce moment-là qu'Hayashi a révélé qu'elle avait une arme cachée dans son sac. Kay s'est demandé si sa mère avait vraiment l'intention de se battre, car cela semblait absurde, mais personne n'a arrêté Hayashi parce que personne ne voulait quitter le véhicule pour affronter les monstres. Densor a simplement dit qu'il était soulagé de ne plus avoir à se battre, car il comptait maintenant sur elle. Sans que Kay s'en aperçoive, sa poitrine a été transpercée par un monstre et il a été projeté hors de la voiture. Celle qui est apparue était la chef des parasites en personne qui a également frappé le Kexian en plein dans la poitrine. Sa prochaine cible serait Hayashi. Kay a tout de suite compris que c'était le corps principal de la créature et s'est dit qu'au moins, pour une fois, le monstre faisait le con. Un chef parasite ne devrait jamais s'exposer. Il devrait rester caché, loin du champ de bataille. Mais maintenant, il avait une bonne occasion de se battre. Le problème, c'est que sa mère avait été attaquée et il n'a rien pu faire pour l'arrêter. En vérité, c'est Shin Monuro qui a poignardé la créature dans le cou. Il a eu des réflexes assez vifs pour attraper le dard et tordre le corps du monstre jusqu'à ce qu'il se brise.
Kei était impressionné. Shin Manuro a étranglé la créature à main nue, lui a enfoncé un couteau dans le cou jusqu'à ce qu'elle saigne et crève. Chen Shu était sous le choc, essayant de comprendre qui était cet homme capable de tuer un monstre avec un canif. Shinuro a calmement commenté qu'il se faisait vieux et que ça avait pris plus de temps que prévu. Kei a pensé que ce type était vraiment incroyable, mais il a vite réalisé que le combat n'était pas terminé. Le monstre n'était pas mort. Comme pour les avertir, Kei lui-même s'est mis à pleurer bruyamment, attirant l'attention de tout le monde. C'est seulement à ce moment-là que Shin Monuro a remarqué que la créature était toujours debout. Cette fois, il a été pris au dépourvu et a failli se faire toucher par le dard, mais il a réussi à esquiver. Puis, il s'est souvenu qu'à l'époque où il faisait partie de la division de combat, ce type de parasite ne mourait que si le cœur était touché. Kei a compris que cet homme faisait partie de la division spéciale de combat, ce qui expliquait ses compétences. Avec détermination, Shin Monuro a de nouveau chargé. Avec son simple couteau, il a frappé l'œil du parasite, a mis un coup de genou dans la gueule de la créature et a ainsi créé une ouverture pour lui transpercer le cœur. La décision était rapide, nette et efficace. Kei admirait la précision du coup. Il s'est dit qu'il aurait dû réaliser plus tôt que cet homme était un soldat. Dans la vie antérieure de Kei, quand il n'était encore qu'un toutou de l'organisation, même si l'armée avait déjà été anéantie, il avait entendu des rumeurs sur l'existence de la division spéciale de combat. Ces soldats étaient connus comme la plus grande force de résistance contre les monstres. Pour Kei, c'était un soulagement de savoir que quelqu'un comme ça était dans les parages. Maintenant, enfin, il pouvait se diriger vers le supermarché. Cependant, Hayashi était inquiète. Elle a suggéré qu'il vaudrait peut-être mieux rentrer à la maison. Shinmo n'était pas d'accord. Il a dit que quelque chose pourrait arriver sur le chemin du retour et que dans ce cas, il valait mieux aller de l'avant. Au moins, de cette façon, il réglerait tout d'un coup et reviendrait là quand même avec des provisions. Pendant ce temps, Kei a commencé à réfléchir à un plan pour garder cet homme près d'eux. Devrait-il prétendre avoir une sorte d'autorité militaire ou devrait-il essayer de le faire chanter pour obtenir des informations? Peut-être qu'il valait mieux se contenter de le coller et de le forcer à les protéger. Finalement, il n'a eu besoin de rien faire de tout ça. Shin Manuro, avec une gentillesse inattendue, a tapoté la tête de Kei et a dit qu'il voulait qu'ils restent tous les deux près de lui pour qu'il puisse les protéger. Sans oublier que lorsque l'enfant a pleuré, ça a fini par alerter tout le monde que la créature était encore en vie. Au fond, plus quelqu'un semblait un peu bête, plus il avait envie de s'améliorer. Kei se demanda de qui ce vieil homme parlait en disant « bête ». Il a pensé qu'il était peut-être taré, mais a décidé d'accepter avec joie l'offre qu'il lui avait faite. Quand ils sont enfin arrivés au supermarché, le soleil se couchait déjà, et Monuro a remarqué que les portes étaient fermées, mais Kei s'est dit que ça ne serait pas un problème pour Hot, vu qu'elle pouvait pirater n'importe quoi. Comme prévu, elle a réussi à déverrouiller l'entrée. Le taré lui-même a expliqué qu'il avait un contact à l'intérieur, ce qui a fait comprendre à Kei que ce type connaissait aussi Hot. Plus tard, Kei était complètement crevé, suspendu à l'un des caddies. Malgré tout, il essayait de rester de bonne humeur parce qu'il était enfin à l'endroit qu'il avait tant hâte d'atteindre. Hayashi était aussi dans le coin, en train de balader le chiot à l'intérieur du supermarché. Kei a remarqué que les caméras de sécurité étaient HS, donc pas besoin de s'inquiéter des enregistrements. Mais il a alors repéré un truc bizarre sur le dos de Monuro. Il portait une mallette d'armes, ce qui était logique vu que c'était un ancien soldat de la division des combats spéciaux. Kei a aussi trouvé ça étrange que le taré ait disparu. Hayashi, un peu paumé, a remarqué qu'il n'y avait personne dans le magasin et que tout était dans le noir. Mais c'est là que le malade a débarqué et leur a dit de ne pas s'inquiéter. Il a dit que tous les articles de ce magasin avaient déjà été achetés par son organisation. Même le chien a senti que quelque chose clochait et s'est mis à lui aboyer dessus. C'est à ce moment-là qu'il a expliqué qu'il avait rassemblé le plus de gens possible de la résidence juste pour s'en servir de main-d'œuvre pour entrer dans le supermarché, mais que maintenant, il ne servait plus à rien. Kei a vu le tatouage de lotus sur son bras et a compris que c'était le symbole de l'organisation. L'homme a alors déclaré qu'à partir de maintenant, toutes les provisions ici appartenaient à la société du lotus et il a demandé si quelqu'un avait une objection. Sa main était déjà près de son flingue, prête à réagir si quelqu'un se plaignait. Le lotus de l'Est était super connu. Ils étaient dit les précurseurs de l'organisation. C'était lever les gros bras du soi-disant projet de chasse. Même avant la catastrophe, ils commettaient déjà des crimes. Mais avec le chaos qui se propageait, ils ont utilisé leur pouvoir pour monopoliser les ressources. Ça expliquait le mauvais pressentiment que Kei avait depuis le début. Maintenant, il se disait qu'il était foutu dès l'instant où ce type a posé ses sales pattes sur lui. Minuro a aussi réalisé qu'ils étaient encerclés de tous les côtés dans les rayons du magasin. Il connaissait très bien ce groupe et sa première réaction a été de balancer une pelle en plein dans le boîtier électrique, provoquant une explosion qui a tout plongé dans le noir.
Mais le taré est resté calme. C'est parce qu'il tenait une télécommande. D'une simple pression sur le bouton, un chariot élévateur s'est activé et a projeté le vieil homme à travers la pièce. Juste après, Minoru s'est retrouvé avec un pistolet pointé sur la tête. Le membre du Lotus l'a prévenu que s'il bougeait, il était mort. C'était aussi simple que ça. C'est alors que Hayashi est apparue avec son taser. Elle l'a prévenu que s'il tirait, elle tirerait aussi. Elle voulait savoir pourquoi il faisait tout ça. Le gars du Lotus lui a demandé si elle était sérieuse. Hayashi a dit que oui. Elle a dit qu'il pouvait encore partager les provisions. Le type a admis qu'il la trouvait même marrante. Tellement stupide de parler comme ça. Il lui a dit de ne pas faire comme si elle contrôlait la situation. Et puis, il lui a demandé si elle savait pourquoi il lui avait laissé le chien. Il a dit que c'était par pure bonté d'âme. Il était allé récupérer une dette chez un homme, mais en arrivant, le type s'était déjà donné la mort parce qu'il ne pouvait pas rembourser ce qu'il devait. C'est là qu'il a trouvé le chien. En fait, il allait se débarrasser de ce chien. Il était sur le point de l'emmener à la décharge quand Hayashi a débarqué en disant que le chien était mignon. Le taré pensait qu'elle avait un bébé à la maison et il s'est imaginé qu'avec un chien de cette taille, portant une muselière, tout irait bien pour lui. Il s'est même demandé si Hayashi était folle pour mettre un si gros animal dans la même maison qu'un bébé et a trouvé ça impressionnant que le gosse soit encore en vie. Juste après, il a tiré un coup en l'air pour montrer que c'était lui le patron ici. Tout le groupe du Lotus de l'Est est entré dans le supermarché armé, pointant leurs armes sur tous les innocents. Kei a réalisé que cet homme faisait souffrir les faibles, exactement comme l'organisation l'avait toujours fait. Le premier à réagir a été le chien, qui s'est mis à aboyer sur tout le monde, créant assez de diversion pour que Kei puisse utiliser son slime. Kei a de nouveau tiré sur le boîtier électrique, coupant tout. Avec son pouvoir d'amplification, il pouvait sentir où se trouvaient les gens, même dans le noir. La première personne dont il s'est occupé, c'est le voisin taré qui était devenu hystérique. Pendant ce temps, Minoru s'était déjà remis sur pied. Ils se sont dévisagés un instant et Kei a compris qu'il s'était fait griller en train d'utiliser ses pouvoirs. Il a paniqué, pensant qu'on l'emmènerait à nouveau pour des expériences et qu'il redeviendrait un rat de laboratoire. Minoru, de son côté, se demandait si cet enfant était un monstre et a essayé de lui mettre quelques coups. Kei a profité de l'obscurité pour se cacher et s'est dit que de toutes les personnes présentes, s'en prendre à ce vieil homme était la pire des options. Alors peut-être qu'il devrait s'occuper de lui aussi. Mais tout le monde a été surpris quand un slime géant a envahi le supermarché. Il était au-dessus de la structure, s'infiltrant par les fissures et les tuyaux. Kei s'est dit que la chance était enfin de son côté. Minoru, cependant, faisait face à un autre problème. Le slime a créé un clone de lui pour l'attaquer directement. Ça n'est pas arrivé qu'à lui. Le slime produisait des clones de tout le monde pour posséder les corps des vraies personnes. Minoru a réalisé que ça allait être un énorme problème. Il a aussi vu que Hayashi et le bébé étaient en danger. Kei a alors profité de la situation pour créer un clone de slime qui lui ressemblait et a piégé le vieil homme. Minoru avait déjà vu Kei utiliser ses pouvoirs, mais il a supposé que c'était juste le clone. Il a dû esquiver une attaque de son propre clone et a riposté avec un coup de pelle dans le cou. N'importe qui serait mort, mais le slime s'est régénéré rapidement. Minoru savait à quoi il avait affaire et a ouvert sa mallette d'armes, car la faiblesse de la créature était l'électricité. Malgré ça, la première à utiliser l'électricité fut Hayashi avec son taser. Kei n'a eu aucun mal à se débarrasser du clone qui l'attaquait. Quand Minoru a éliminé son propre clone en utilisant l'électricité, il l'a achevé en le brûlant avec un lance-flamme. Pourtant, l'armée de slimes continuait d'arriver. Quand un des monstres s'est approché d'Hayashi, Minoru lui a tiré une balle dans la tête. Il a jeté un dernier regard à Kei, qui est devenu nerveux. Mais le vieil homme a décidé qu'il valait mieux vaincre les monstres d'abord, avant de s'occuper de l'éventuel bébé monstrueux. Kei a alors réalisé que le membre du Lotus de l'Est était toujours en vie et a pensé qu'il allait devoir buter ce salaud lui-même. Mais il savait que s'il utilisait à nouveau son pouvoir, Minoru deviendrait encore plus méfiant. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Kei s'est fait surprendre par l'ennemi lui-même, qui a donné un coup de pied dans le caddie et a repoussé Hayashi. L'homme a attrapé l'enfant et a ordonné à tout le monde de lâcher leurs armes. Kei a pensé que ça arrangeait bien ses plans, mais l'homme a menacé de tirer sur le bébé. Cependant, il a été interrompu par l'un de ses propres alliés qui se faisait posséder par un slime. Kei est arrivé en dégoupillant déjà une grenade. L'explosion a été assez forte pour créer une diversion permettant à l'ennemi de s'enfuir du supermarché avec Kei. Pendant la fuite, Kei a profité de l'occasion pour choper le cristal du monstre. Dehors, le groupe du Lotus attendait déjà son chef et a commenté que ça avait été rapide. Le boss a expliqué qu'un truc complètement inattendu venait de se passer et a ordonné à tout le monde de se regrouper sur le champ. C'est là que Kei a remarqué un truc bizarre sur le cou du mec. Il y avait un tatouage où il était écrit « menteur ». Il a alors compris que le vrai mytho, c'était ce type depuis le début. Le même qui lui refilait toujours de fausses infos pendant l'émission.
Avant, il portait un masque, mais maintenant, Kay pouvait enfin voir son visage. Menteur lui a demandé pourquoi le petit bébé le dévisageait comme ça, mais il a vite remarqué que ses propres subordonnés se faisaient attaquer par un monstre. Kay a tout de suite reconnu le phénomène. C'était la brume écarlate, un truc extrêmement dangereux pour les humains. Selon la résistance d'une personne, cette brume pouvait transformer n'importe qui en monstre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Tous les sbires du Lotus se sont transformés en créatures bizarres qui ont immédiatement foncé sur Menteur. Dans un geste lâche, il s'est servi de Kay comme bouclier, balançant le gamin comme un vulgaire déchet. Kay s'est dit que ce mec était vraiment pathétique, mais il savait qu'il ne fallait pas le sous-estimer. Alors, il a décidé d'utiliser le pouvoir qu'il venait d'obtenir pour se transformer. Sa nouvelle forme ressemblait à celle qu'il avait dans sa vie antérieure. La transformation n'allait pas durer longtemps, mais ce serait suffisant pour vaincre tous ces monstres. Maintenant, Kay maîtrisait le pouvoir des ombres. Il a combiné ses capacités avec des tentacules d'ombre et a réussi à se faire le premier monstre qui était plus faible. Le vrai problème, c'était l'ennemi plus gros, une créature qui ressemblait à un golem fait de cadavres et de corps. Il était grand et lourd mais très lent. Kay lui a facilement transpercé le torse et en utilisant le pouvoir des ombres, en a pris le contrôle pour le faire exploser. Des morceaux de chair et des bouts de corps ont volé partout. Quand Menteur est revenu, il était sous le choc. Il n'arrivait pas à comprendre qui était ce gamin, qui était soulagé qu'il n'ait pas vu la transformation. Maintenant, c'était son tour. Il s'est promis que Menteur paierait pour tout ce qu'il lui avait fait dans sa vie passée. L'ennemi a tenté de riposter en lui tirant dessus, mais la balle semblait trop lente par rapport à la nouvelle vitesse de Kay. En utilisant les ombres, il a traversé la balle, a chopé Menteur et l'a balancé comme une canette de soda. Menteur s'est écrasé au sol, faible et incapable de réagir. Kay a dit que c'était la fin. Menteur a alors marmonné que peut-être l'histoire de cet autre type n'était finalement pas un bobard. Kay, confus, a demandé de quel type il parlait, mais Menteur a juste dit au gamin de ne pas trop prendre la confiance. Kay n'avait pas encore gagné. Menteur a attrapé une seringue remplie de virus de monstres et se l'est injecté dans le cou, se transformant en une créature grotesque et gigantesque. Plus précisément, il est devenu exactement le même monstre qui avait tué Kay dans sa vie passée. Une orbe de chair entourée de lames, tournoyantes. Cette vision a laissé Kay sous le choc. Il était maintenant en mauvaise posture, peut-être à cause du traumatisme ou peut-être parce que cette créature était vraiment plus forte que lui. Ses mouvements étaient lents, ses esquives imprécises, et il s'est même fait effleurer par une des lames, perdant son bras fait d'ombre. Kay a compris que tout ça était un piège depuis le début. Menteur avait toujours fait partie du plan qui avait mené à sa mort dans le passé. Malgré ça, même sans un bras, Kay a décidé de se défendre. Il s'est dit que Menteur l'avait déjà tué assez de fois comme ça. Son explosion d'ombre, cependant, n'a causé aucun dégât car la créature s'est protégée avec ses lames. Pourtant, Kay a tenu bon. Il n'allait pas mourir deux fois face au même monstre. C'est à ce moment-là qu'il a reçu l'aide de Monuro, qui tirait sur la créature avec une arme de gros calibre. L'arme n'était même pas à lui, vu qu'il l'avait piquée aux gens du Lotus. Mais elle s'avérait extrêmement utile. Les tirs étaient assez puissants pour briser les lames qui protégeaient le noyau de la créature, créant une ouverture que Kay a immédiatement remarquée. Pendant ce temps, on comprenait mieux ce qui était arrivé à Menteur. Une femme l'avait prévenu que la catastrophe allait bientôt commencer dans ce monde et que s'il voulait survivre, il devrait s'allier à l'organisation. Avant toute chose, elle lui a donné un petit talisman, qui était en fait la seringue. Elle lui a promis que ça réveillerait sa vraie nature. Juste avant de s'injecter la substance, Menteur a enfin compris qui il était vraiment. Il était né pour profiter de la faiblesse des autres. Quand il n'était qu'un enfant, il a un jour dit à sa propre tante que son mari la trompait. Elle ne l'a pas cru et l'a traité de sale gosse. Mais il lui a montré le type sur son téléphone en demandant si ce n'était pas son mari. Il a dit que le mec était en train de coucher avec une autre femme à ce moment précis. La tante est devenue furieuse et a frappé son mari. Mais l'homme a expliqué qu'il n'avait jamais trompé personne et qu'il allait demander le divorce à cause de cette folie. La tante s'est retrouvée sans rien et a commencé à croire que c'était parce qu'elle était moche. Menteur, cependant, l'a réconforté en lui promettant un endroit meilleur, un lieu où personne ne serait jugé sur son apparence. C'est comme ça qu'il a créé le Lotus, en rassemblant des personnes faibles, rejetées et mises au rebut par la société. Juste pour en tirer profit. Il avait toujours profité d'eux. C'était sa vraie nature, quelqu'un qui se jouait des autres sans remords. Avec l'injection, il a atteint sa forme finale. La forme d'un monstre de niveau 4 appelé le menteur trompeur. Un être complètement noir avec un œil unique sur le torse, un œil capable de voir la vérité et les mensonges à l'intérieur de n'importe qui. Kay a compris que le pouvoir de la créature venait de cet œil qui créait des hallucinations montrant exactement ce que la personne craignait le plus. Quiconque regardait dans cet œil rougeoyant se faisait submerger.
Mais Kei n'allait pas tomber dans le panneau, surtout qu'il avait toujours le soutien de Monuro qui continuait de tirer directement dans l'œil du monstre. L'œil rouge a riposté en leur tirant dessus avec plusieurs lasers. Minuro, expérimenté et calme, s'est mis à couvert et a continué d'attaquer. Mais les tirs n'avaient aucun effet, Menteur a commencé à paniquer. Il ne voyait personne, il ne voyait plus rien du tout. Menteur est devenu si confus et désorienté qu'il s'est fait choper par Kei, qui pressait déjà sa lame d'ombre contre son cou. Même s'il a été éraflé, Menteur a réussi à s'échapper à la dernière seconde. Il n'arrivait pas à comprendre comment ce gamin avait échappé à son hallucination. Après tout, c'était un monstre de niveau 4, mais pour Kei, ça n'avait rien de spécial. Kei a continué d'attaquer avec son dard d'ombre, essayant de toucher l'ennemi avec des frappes précises. Menteur a esquivé les tentacules et a de nouveau essayé d'utiliser son pouvoir d'hallucination. Mais ça ne marchait plus. Kei y était désormais immunisé. Face à ça, Menteur a décidé d'utiliser sa puissance de feu, tirant un rayon droit sur Kei. Mais Kei se souvenait parfaitement du goût de la mort qu'il avait connu à cause de ce monstre dans sa vie passée. Il a riposté de toutes ses forces, visant directement le torse de Menteur, pile sur l'œil qui était la source de son pouvoir. L'attaque n'était pas fatale, mais elle a touché l'épaule de l'ennemi, le laissant gravement blessé. Kei se demandait si c'était tout ce qu'il avait, mais au fond de lui, il était inquiet. La prochaine vague de monstres commencerait dans seulement 2 heures. Ce serait la première que l'humanité devrait affronter. Même avec cette inquiétude, Kei a de nouveau placé la lame d'ombre sur le cou de Menteur, prête à le décapiter. L'ennemi lui a demandé d'attendre. Kei a répondu qu'il n'était pas intéressé par les dernières de paroles d'un menteur comme lui. Mais Menteur avait déjà gagné assez de temps pour esquiver le coup final. Quand Kei s'est préparé à frapper à nouveau, l'ennemi a pris la forme de sa mère et lui a demandé s'il aurait vraiment le courage de tuer sa propre mère. Kei a dit qu'il ne tomberait pas dans ce piège, mais avant qu'il ne puisse réagir, il a été touché par un autre laser. Cependant, ce n'était qu'une illusion. Menteur s'est moqué de lui, disant que c'était dommage qu'il ne puisse pas le tuer pour de vrai, mais avec ses yeux, il pouvait lire son esprit, ses pensées, ses sentiments et ses mouvements. Il a dit que Kei n'avait plus aucune chance de s'échapper. Kei a alors pensé qu'il valait peut-être mieux laisser le coup de grâce au vieil homme. Mais le tir de Minuro a manqué la cible. Il se demandait si le vieil homme était encore en vie, mais à ce moment-là, il s'est rappelé que les armes normales ne fonctionnent pas contre les monstres de niveau 4. Menteur a décidé de s'amuser un peu avant de les achever et s'en est pris à Minuro, mais il n'était plus derrière sa couverture. À sa place, il n'y avait qu'une grenade flash. L'explosion a aveuglé Menteur pendant quelques secondes, le laissant vulnérable. Kei a pensé que le vieil homme était vraiment doué, mais il n'avait aucune idée d'où il était. Même Kei n'avait pas prédit ce qui allait suivre. Un coup de poignard dans le dos de Menteur, porté par Minuro. Même blessé, Menteur a réussi à riposter. Il n'a pas tué Minuro uniquement parce que Kei l'a protégé en utilisant son pouvoir. Kei se demandait si Menteur connaissait vraiment l'avenir. Quand il s'est retourné, il a été surpris. Comment ce gamin connaissait-il son nom? Ce doute l'a tellement distrait qu'il a été touché à l'épaule par un tir précis de Minuro. Il s'est effondré instantanément. Kei a saisi l'occasion et est entré dans son esprit, disant qu'il n'était qu'un lâche qui profitait de la faiblesse des autres. Il a dit que tout seul, Menteur était incapable de faire quoi que ce soit. C'était un tocard. Menteur, submergé par les pensées négatives, a sombré dans la confusion, la rage et le désespoir. Dans une dernière impulsion aveugle, il s'est précipité pour attaquer Minuro, mais s'est fait trancher la tête par Kei avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Puis Kei, regardant le corps tomber, s'est demandé qui se souciait vraiment du passé. Finalement, il semblait être le seul imbécile à croire encore à ce mensonge. Au moment de sa mort, Menteur s'est retrouvé détransformé. Il était redevenu humain et s'est souvenu de tout ce qu'il avait traversé, de tout ce qu'il avait fait. Il faisait face à son jugement dernier, même avec sa tête roulant sur le sol, il était encore en vie, hurlant et demandant si c'était ça que tout le monde voulait. Il a dit que ce bébé, ce gamin, était le véritable œuf de la calamité. Il a prétendu que le garçon serait responsable du grand désastre de l'humanité et que tout serait de sa faute. Cependant, la tête du menteur a finalement été pulvérisée par un dernier tir. Le tireur a dit que ce type ne la fermait tout simplement pas. Juste après, il a repéré le blindé avec lequel l'homme était arrivé et a réalisé que c'était un soldat, un disciple direct de Monuro lui-même, le capitaine des Loups des Neiges, Lion. Il s'est même fait attaquer par un monstre sur le toit. Mais même de dos, il a réussi à faire exploser la créature en utilisant la puissance de ses armes. Kei, qui était caché, a été surpris de réaliser qu'il avait tué la créature sans même bouger. Monuro a demandé ce que Lion faisait là, mais il a vite laissé tomber. Il a dit qu'il devait en foutre le camp le plus vite possible pour qu'il puisse rendre visite à son petit-fils. Sauf que Lion a supplié son maître de revenir. Le pays était en état d'urgence. La petite fille de Minuro était en sécurité pour l'instant, mais ils avaient besoin de lui. Pour le convaincre,
Lion lui a balancé une photo sur son téléphone de sa petite fille, ligotée et bâillonnée. Kay était sur le cul en voyant ça et se demandait s'ils essayaient de forcer Minoru à réintégrer l'armée et comment un mec aussi haut placé pouvait être traité de cette façon. C'était qui ce daron en réalité? Minoru, en voyant l'image de sa petite fille en danger, a compris qu'il n'avait pas vraiment le choix. Il a accepté de revenir. Kay, qui avait maté toute la scène, était tellement secoué qu'il s'est effondré par terre, épuisé d'avoir trop utilisé ses pouvoirs. Lion, en entendant le bruit, s'est approché et n'a trouvé qu'un petit bébé par terre. Il a direct pointé son fusil de sniper sur le visage du gosse, pensant que le bébé était le même monstre qui était là juste avant, mais Minoru l'a empêché de tirer. Il a dit que cet enfant était là pour une raison, puis il a ramassé Kay et a déclaré bien fort qu'il avait fait un super boulot. Cependant, il lui a chuchoté à l'oreille de faire semblant d'être un bébé normal, sinon il se ferait buter. Kay a capté que le vieux tentait de l'aider, alors il s'est mis à chialer comme un vrai nourrisson. Lion a trouvé la scène curieuse et a dit qu'on aurait dit que son maître s'était attaché au bébé. Il a suggéré de l'embarquer avec eux. Mais Kay, avant de tomber dans les pommes à cause de l'épuisement, a fixé intensément le visage de Lion, essayant de se rappeler où il l'avait déjà vu. Il était quasi certain d'avoir déjà vu cette tête dans l'organisation. Plus tard, Kay s'est réveillé dans une couveuse en pleine récup. Il y avait plusieurs autres bébés dans cette pièce. Il a commencé à se demander où était sa mère, où était le vieil homme et quel était cet endroit. À ce moment-là, un autre bébé s'est réveillé et s'est mis à pleurer. Lion s'est approché et a dit que le gamin avait beaucoup d'énergie. Il a alors utilisé son pouvoir pour faire dormir le bébé un peu plus longtemps. En voyant ça, Kay a reconnu le type. C'était un ponte de l'organisation. Il avait un pouvoir de malade, capable de manipuler le sang, ce qui expliquait pourquoi la créature sur le toit avait explosé avant de l'atteindre. Lion avait détruit la créature en manipulant son sang de l'intérieur. Kay réalisa effrayé que le bébé ne dormait pas simplement. Il s'était évanoui par manque d'oxygène. Il comprenait maintenant qu'il devait être super prudent avec ce type. Quand Lion s'est retourné, Kay a vite fermé les yeux et fait semblant de dormir. Lion s'est approché lentement, est venu tout près de Kay et a commenté que l'inspection allait bientôt commencer. Il a parlé au bébé comme pour lui suggérer de faire une sieste pour ne pas être affecté par son pouvoir. Kay a fait semblant d'être inconscient. Quand il s'est enfin retrouvé seul dans l'infirmerie avec les autres bébés, il a réussi à se lever. Il s'est dit que le monstre qu'il avait battu avant était de type mental, et que grâce à ça, il avait maintenant une résistance et une barrière mentale qui le protégeaient de l'attaque de Lion. Il avait même calculé le moment exact où son flux sanguin chuterait, permettant au faux sang d'être absorbé automatiquement. Mais le plus important maintenant, c'était d'observer les environs. Tous ces enfants soulevaient une question assez flippante. Ils se demandaient s'ils étaient tous, eux aussi, des œufs de calamité. C'était un terme qu'il ne connaissait que trop bien de sa vie passée, à cause de l'organisation. Kay savait que dans le futur, l'armée cesserait d'exister, et ce serait de la faute de cette même organisation. Il savait aussi que Minoru voulait récupérer sa petite fille, pendant que Lion profitait de la situation pour faire chanter le vieil homme. Face à ça, il a commencé à se demander ce que c'était que cette soi-disant inspection. Il était certain que la situation puait. Il ne savait pas où était sa mère, ni où le chien avait bien pu passer. Il a essayé de se libérer en utilisant son pouvoir de dard, mais rien à faire. Il avait fusionné tous les cristaux qu'il avait obtenus jusqu'à présent pour créer le pouvoir des ombres. Et le problème, c'est que dans la fusion, tous les autres cristaux avaient disparu. Maintenant, il ne pouvait utiliser les ombres que dans sa barrière mentale. Sauf que la barrière mentale, c'était inutile pour s'échapper. Les ombres étaient bien trop puissantes et risquaient de foutre un bordel monstre dans cet endroit avant même qu'il ait pu piger les véritables intentions de Lion. Donc, il ne pouvait pas les utiliser n'importe comment. Soudain, il a remarqué un bébé capable de faire pousser des racines de son corps. Kay a compris que ce bébé était compatible tout comme lui. C'était un éveillé, et il n'était pas le seul. Kay en a vu plusieurs autres, un bébé électrique, un autre qui pouvait devenir invisible. Et avant qu'il ait pu réfléchir davantage, il s'est fait choper par les lianes du bébé racine et a été balancé à travers la pièce. Un autre enfant, un peu plus âgé, l'a rattrapé et lui a évité de se blesser. Kay était bluffé, parce que ce gamin avait l'air d'avoir dans les 5 ans et maîtrisait déjà totalement son pouvoir. Avant qu'il ait pu dire quoi que ce soit, les lumières se sont éteintes. L'enfant a compris ce qui se passait et s'est carapaté. Comprenant que l'inspection commençait, plusieurs infirmières sont entrées dans la salle des bébés. Chacune a pris un enfant et les a emmenés dans une pièce complètement obscure et extrêmement étrange. La seule lumière venait d'une fenêtre en hauteur. Kay a commencé à flipper à l'idée qu'ils allaient forcer les bébés à se battre à mort. Comme dans l'organisation, quand il a levé les yeux, il a vu Lion qui observait toute la scène à travers la fenêtre. Le cri d'un bébé a attiré son attention. Un monstre énorme s'approchait de l'enfant, prêt à le dévorer.
Kay a alors compris que le but de cet endroit n'était pas de faire s'entretuer les bébés. Il servait de proie pour cette créature. Le monstre était enchaîné, mais ça ne voulait pas dire qu'ils étaient en sécurité. Tous les enfants étaient en panique totale. Cet enfant de 5 ans a été le premier à éloigner un bébé du monstre. Kay a alors saisi l'objectif de l'organisation. Dans cette pièce, les bébés ne se battaient pas entre eux. Ils se battaient contre des monstres. L'organisation voulait d'éveiller leur pouvoir le plus tôt possible pour qu'ils deviennent des individus de rang S en grandissant. C'était exactement ce qui s'était passé dans sa vie antérieure. La différence, c'est qu'à l'époque, il était plus vieux. Maintenant, il n'était qu'un bébé. Kay se disait que tout était de la faute de Lion, qui semblait impatient de voir jusqu'où les bébés pouvaient aller. Il leur a demandé de ne pas le décevoir et, juste après, il a appuyé sur le bouton qui a libéré la créature. La première cible fut Kay lui-même qui a dû esquiver à toute vitesse. Il savait qu'il pouvait facilement battre un monstre de 2e grade, mais celui-ci semblait être d'un niveau bien supérieur. Pendant ce temps, tous les autres enfants étaient complètement terrifiés. Aucun d'entre eux n'arrivait à bouger. Quand l'une d'eux s'est mise à pleurer de désespoir, la créature s'est tournée dans sa direction. C'est à ce moment-là que le bébé, avec le pouvoir de créer des plantes, a réagi, utilisant ses racines pour piéger le monstre pendant un instant. Même en pleine panique, ce gamin a réussi à protéger les autres et s'en est bien sorti. Kay espérait en silence qu'ils allaient tenir le coup. Lion, observant tout d'en haut, a montré de l'intérêt pour les capacités végétales de l'enfant. Il trouvait ça intéressant. Cependant, il a remarqué que Kay n'avait encore révélé aucun pouvoir. Ça a attiré son attention. Il a imaginé que le pouvoir du garçon ne s'activait peut-être que dans des situations extrêmes. Pendant ce temps, Kay essayait de trouver un plan pour vaincre la créature, mais elle s'était déjà libérée des racines. Il a estimé que le monstre était au moins de 3e rang, mais il n'avait pas le choix. Il devait le battre. Il a utilisé les lianes laissées par le bébé plante pour s'approcher et a activé sa barrière mentale, essayant d'affecter l'esprit de la créature. Cependant, le monstre s'est facilement débarrassé de l'attaque. N'ayant plus d'autre option, Kay a décidé de passer au combat direct. Il a de nouveau utilisé les lianes pour prendre de la vitesse et a balancé un coup de poing de toutes ses forces dans la mâchoire du monstre, le faisant tomber de la plateforme qui servait d'arène pour les enfants. Mais avant de tomber dans le gouffre en dessous, la créature a utilisé sa queue pour attraper Kay, l'entraînant avec elle dans sa chute. Il était en train de se faire traîner vers la mort jusqu'à ce que quelqu'un coupe la queue du monstre et le tire en arrière. Celui qui l'a sauvé était un robot de l'organisation elle-même. Il ne voulait pas que les bébés meurent, il voulait juste qu'ils éveillent leur pouvoir. Un soldat a informé Lion que le système de défense avait été activé et a demandé s'il devait en poursuivre avec le projet chien de chasse. Lion s'est dit que ramener Hot, la petite fille du vieil homme, avait été une bonne décision. Ces robots s'avéraient très utiles. Kay, de son côté, affichait un sourire innocent, l'air d'un bébé un peu niais. Lion se demandait si le gamin pensait que tout ça était un jeu, mais il savait qu'il n'avait été sauvé que parce qu'il était spécial. Cependant, Kay commençait de nouveau à se sentir instable. Tout comme dans sa vie passée, il savait qu'il devait obéir à l'organisation pour survivre et il n'en pouvait plus. Pendant combien de temps encore allait-il être leur toutou? Puis, en regardant vers la falaise, il a vu que la créature était toujours en vie, accrochée au rocher. Sans réfléchir à 2 fois, Kay a sauté. Le robot de sécurité de Hot a tenté de le rattraper en plein vol, mais la créature a profité de ce moment pour attaquer et a détruit le robot. Le monstre et Kay sont tombés ensemble dans l'abîme. Le soldat, en voyant ça, a demandé à Lion s'il n'allait rien faire, vu que l'enfant tombait. Il a également demandé la permission de secourir le spécimen. Lion a refusé. Il a dit que la chute n'était pas si haute et que le sauvetage était inutile. Il a affirmé que le robot de Hot était assez fort pour battre un monstre de 5e rang et, d'après ce qu'il avait vu, cette chute ne suffirait pas non plus à tuer Kay. Il a alors ordonné de continuer avec le projet œuf de la calamité. La chute n'a en effet pas suffi à vaincre Kay. Avant de toucher le sol, il a activé sa transformation en ombre et a atterri sur ses pieds. En observant l'endroit, il s'est rendu compte qu'il était dans une sorte de décharge souterraine. Au bout d'un tunnel, il y avait une sortie, mais aussi plusieurs créatures éparpillées sur le chemin. Cependant, elles semblaient toutes presque mortes. On aurait dit des expériences ratées qu'on avait jetées. Face à ça, Kay a décidé qu'il allait leur rendre service en les libérant de leur souffrance. Quand la horde de créatures à moitié mortes a avancé vers lui, il a utilisé son dard d'ombre pour les massacrer rapidement. C'était beaucoup trop facile. Ses instincts revenaient à la normale et il commençait à récupérer une partie de son pouvoir. Parmi les décombres, il y avait plein de cristaux de monstres. Kay a utilisé sa queue pour les absorber, même s'il savait qu'ils ne seraient pas très utiles vu que la plupart de ces monstres semblaient être au mieux de rang 2. L'énergie récupérée serait limitée. Mais c'est alors qu'au fond de la décharge,
il a vu une silhouette solitaire encore debout. Ce n'était pas n'importe quel monstre. C'était une créature clairement intelligente, capable de porter un masque et de manier une épée. Kay se demanda si c'était le roi de l'endroit. Il n'aimait pas son apparence. En réponse à son approche, l'épéiste s'est divisé en trois, ce qui a fait penser à Kay qu'il s'agissait peut-être d'un monstre de type soldat avec la capacité rare de créer des clones. Sans hésiter, Kay a lancé une attaque, mais il s'est vite rendu compte que l'épéiste ne se concentrait pas sur lui. La créature est passée à côté, ignorant sa présence, et a commencé à éliminer les autres monstres dans la décharge. Après les avoir tous liquidés, l'épéiste ne montrait toujours aucun intérêt pour Kay. Quand il a essayé de se rapprocher à nouveau, il a remarqué que l'épéiste restait immobile, comme si sa seule fonction était de garder la sortie du tunnel. Pour tester ça, Kay a couru vers la sortie. Dès qu'il l'a fait, les trois épéistes ont attaqué en même temps. Il pensait pouvoir esquiver facile, mais ça n'a pas été le cas. Sur un moment d'inattention, il a perdu son bras droit fait d'ombre. Malgré ça, il a reculé et a continué de sourire. Les choses commençaient à devenir marrantes. Il s'est dit qu'il pouvait gagner avec un seul bras. Puis les trois ennemis ont de nouveau chargé, mais cette fois, il a riposté et les a balancés dans un tas d'ordures. L'un d'eux est tombé et ne s'est pas relevé. Il n'en restait plus que deux. Kay s'est dit que le combat était équitable maintenant. Sauf qu'il ne s'attendait pas à ce que deux épéistes soient encore plus rapides que trois réunis. Leur attaque combinée de lames a lacéré tout son corps, et il a réalisé que leur force avait maintenant augmenté. Avec plus de clones, ils étaient plus faibles. Avec moins, ils étaient plus forts, et ça lui mettait une pression de malade. Il a été touché plusieurs fois, et a même perdu une partie de la couche d'ombre qui protégeait son corps. Il savait qu'il devait se concentrer, il fallait qu'il se sorte de là. Alors, il a décidé de faire plus que simplement utiliser les ombres. Il a invoqué sa propre ombre, qui a pris une forme consciente, et elle a répondu qu'il faisait du super boulot, mais qu'elle était encore meilleure que lui. Quand les épéistes ont tenté leur prochaine attaque, les ombres ont dit qu'elles n'avaient plus besoin de garder une forme humaine. Le corps de Kay s'est dissous, prenant la forme d'un slime symbiotique entièrement fait d'ombre. Avec ça, il a pu éliminer facilement les deux épéistes restants. À la fin, il ne restait plus qu'un seul corps au sol, l'original. Kay s'est approché et a vu un badge d'identification sur le torse de l'épéiste. Il a découvert qu'il appartenait à la même unité que Lion. C'était un truc de malade. Ça voulait dire que Lion avait envoyé un de ses propres potes crever ici. Quand Kay a extrait le noyau de la créature avec sa queue, il a remarqué que c'était un cristal bien plus pur que les autres. Rien qu'à la forme, il a su exactement ce que c'était. C'était un cristal de monstre de rang C et ça l'a laissé complètement sur le cul. Kay s'est dit que si un monstre de rang C traînait dans cette décharge, alors il devait y avoir des trucs encore pires au niveau supérieur. Et si des créatures de rang 5 étaient déjà apparues, qu'est-ce qui allait se pointer d'ici un mois? Pire encore, il savait que dans seulement 2 jours, une autre brume écarlate pourrait atteindre les humains. C'est pour ça qu'il devait retrouver sa mère le plus vite possible. Il était certain qu'elle était en danger. Avant de pouvoir partir, il a entendu des bruits de pas qui approchaient. Il s'est planqué dans les décombres et a vu plusieurs gardes escorter Hot. La première chose qu'elle a faite, c'est d'enlever sa veste, en disant qu'il faisait beaucoup trop chaud. Elle s'est plainte de la situation, se demandant pourquoi cet endroit était devenu une décharge. Apparemment, cet espace était sa chambre avant, et maintenant c'était trop dégueulasse. Un des gardes lui a dit de lever les mains en mode « Tu viens avec nous », mais Hot a répliqué qu'il devait être un bleu dans l'organisation pour pas savoir qui elle était. D'une simple commande vocale, elle a invoqué ses alliés mécaniques. Des tentacules robotiques sont sortis du sol et ont facilement attrapé les 2 soldats. En utilisant la puissance de ces petits robots, elle s'est frayé un chemin. Ces premiers robots araignées ont éliminé efficacement les monstres de bas niveau. Un de ces robots a essayé d'attaquer Kay, mais il s'est défendu sans aucune difficulté. Malgré ça, Hot a remarqué sa présence et est allé droit au but en s'avançant vers lui. Elle l'a reconnu et a accusé le garçon d'avoir détruit ces petits robots. Kay a admis qu'il ne s'attendait vraiment pas à ce qu'une fille comme elle soit aussi forte, mais Hot a répondu que son avantage au combat n'était pas la force physique. Au moment où elle disait ça, ces robots ont foncé droit sur Kay. Après une énorme explosion de fumée, elle s'attendait à le voir blessé. Cependant, quand la poussière est retombée, il était indemne. Avec une série de lances faites d'ombre, Kay a détruit chacun des robots. Hot a commencé à se demander s'il était vraiment un sujet compatible vu sa puissance. Kay a dit qu'il était peut-être allé trop loin, que c'était pas cool de pas avoir livré les provisions du marché, mais que là, ça dépassait les bornes. Hot lui a demandé s'il était le fameux Kay, et il a confirmé. Il a dit que, puisqu'elle avait deviné juste, elle aurait une récompense. Puis, il lui a collé un couteau sous la gorge. Hot a demandé une pause en lui demandant s'il était vraiment obligé de faire ça. Kay l'a laissé partir. Il n'avait aucune intention de la buter. Ensuite, il a voulu savoir si cet endroit était sa base.
Il avait besoin de comprendre ce qui se passait vraiment ici et lui a demandé si elle savait quelque chose. Il trouvait ça chelou que la base d'une hackeuse soit aussi détruite et en bordel. Réalisant que Kay n'avait pas l'intention de partir, Hot a commencé à utiliser ses petits robots pour nettoyer toute la zone, ramassant les ordures et la ferraille éparpillées partout. Elle se demandait qui avait pu causer autant de dégâts. C'était tellement le bazar qu'elle ne pouvait même pas entrer dans son propre labo. Pendant ce temps, Kay était tranquille, profitant de l'occasion pour ramasser les cristaux magiques qu'il trouvait dans la décharge. Il s'est dit que maintenant, avec son pouvoir des ombres, il pouvait garder ses capacités actives indéfiniment tant qu'il continuait à absorber ces cristaux. Pour l'instant, il a décidé de garder sa capacité secrète. Pendant ce temps, Hot avait fini ce qu'elle avait à faire. Elle a réussi à ouvrir la porte de son propre bureau, qui était en fait une petite pièce bondée d'ordinateurs, de machines et de moniteurs partout. Sans perdre de temps, Hot a demandé à l'ordinateur de montrer ce qui avait causé tout ce bordel. À travers les caméras de sécurité, elle a remarqué que Lion était impliqué. Mais elle a aussi vu la femme aux cheveux blancs, mademoiselle Anya, qui a commenté que Lion était tombé dans un sacré piège. Malgré ça, Lion a répondu qu'il n'avait pas beaucoup de temps pour lui parler. Anya a dit que ce n'était pas grave et, sans hésiter, a sorti une lame de la paume de sa main. Même si Lion a réagi à temps et a dégainé son arme, elle a été assez rapide pour couper son flingue en deux et lui a quand même planté la lame dorée dans le bras qu'il utilisait pour se défendre. Juste après, Anna a retiré la lame et a reculé en disant qu'elle n'aimait pas s'amuser avec des proies qui flippent aussi facilement. Sans des soins appropriés, cette blessure pourrait causer de graves problèmes, ce qui était particulièrement craignos pour un soldat comme lui. Lion lui a demandé si elle comptait vraiment s'attaquer à un soldat en pleine base militaire et ce qu'elle avait l'intention de faire. Mais Anna a répondu qu'il n'y avait pas besoin d'être aussi tendue, vu qu'elle était juste venue faire la promo d'un article spécial de l'organisation, un médicament surpuissant. Avant même qu'il ne puisse réagir, Anna s'est approchée et a utilisé son hypnose. Elle lui a directement transféré des visions bien glauques du passé et du futur, montrant Lion en train de souffrir aux mains des monstres et se faisant lâcher par ses propres soldats. Quand il lui a demandé ce qu'elle voulait, Anna a dit qu'il était destiné à recevoir son cadeau et à devenir un chevalier. Sous l'effet de l'hypnose, Lion a accepté ce médicament spécial et se l'est injecté dans la poitrine. Pendant que tout ça se passait, Kay a demandé de zoomer sur le visage de la femme. Quand Hot a obéi, il a compris que c'était l'une des administratrices de l'organisation, quelqu'un de bien plus haut placé que tous ceux qu'il avait rencontrés jusqu'à présent. Le motif dans ses yeux était la roue du destin. Il a alors compris que c'était elle qui tirait toutes les ficelles. Par contre, Hot, elle, ne captait rien à ce qu'elle voyait. C'était la première fois qu'elle voyait cette femme et elle n'arrivait pas à croire que Lion avait un jour fait partie de l'armée. Remarquant que Kay était distrait par l'écran, Hot a activé un de ses robots araignées pour l'espionner. Pendant ce temps, Kay a demandé à revoir l'enregistrement. Après s'être injecté le médicament, Lion a reçu la promesse de la vengeance qu'il désirait tant, et on lui a dit qu'il pourrait transformer cet endroit en quelque chose de bien plus grand en accomplissant une mission d'une toute autre envergure. Quand il est retourné au camp militaire, un des soldats lui a demandé s'il utilisait lui aussi ce médicament pour une expérience. Il a ajouté que si son maître apprenait qu'il était aussi imprudent, il se prendrait sûrement une tape derrière la tête. Lion a répondu que c'était peut-être vrai, mais l'a rassuré en disant que tout s'était bien passé et que personne ne le saurait jamais. Tout en distrayant ses compagnons avec cette conversation, il a libéré un monstre de l'organisation, le noyau qui dévorait tout. Le pouvoir parasite s'est répandu et les soldats ont commencé à s'entretuer. L'un d'eux, avant de perdre complètement le contrôle, a demandé à Lion pourquoi il faisait ça. À ce moment-là, Lion a réalisé que son ami était aussi un type spécial. Il a commencé à se transformer juste sous ses yeux. Alors qu'il partait abandonnant ses anciens alliés, Lion a déclaré qu'un jour il recevrait le baptême de la poussière cramoisie et deviendrait un être extrêmement rare et parfaitement adapté. Même s'il avait grandi avec ses soldats à l'orphelinat et combattu à leur côté comme des frères d'armes, il avait vu le futur où ils finiraient tous par le tuer sans lui laisser la moindre chance de survie. Ils ne l'avaient pas encore fait, mais ils allaient le faire. C'est pourquoi il a décidé de les transformer en mutants avant qu'ils aient l'occasion de le trahir. Quand les autres monstres, incapables de se contrôler, lui ont foncé dessus, Lion a utilisé son nouveau pouvoir pour les faire exploser dans un bain de sang et a dit qu'au final, c'était vraiment dommage. Il n'y avait pas que les soldats qui avaient été submergés par le pouvoir parasite. Même les médecins ont fini par être infectés. Le dernier soldat, le pote de Lion, avait encore assez de force pour demander que les monstres ne s'échappent pas, car ils dévoreraient tout le monde et causeraient de la mort de nombreux innocents. Au moins, Lion lui a accordé cette faveur. Il a balancé les slimes dans la grotte et a scellé l'entrée avec les nouveaux monstres qu'il venait de créer.
Barton, le compagnon de Lion qui avait été transformé, s'est dit que ce salopard de monstre se déguiserait une fois dehors. Il y avait encore beaucoup de gens qu'il voulait protéger, alors il a décidé de garder cet endroit jusqu'au retour de Hot et des autres alliés. Il s'est alors mis à buter tous les monstres en utilisant son pouvoir adapté. Quand un des alliés est enfin revenu, il a trouvé Barton déjà transformé, debout sur une pile de cadavres. Sans rien piger, il a demandé ce qui s'était passé là. En voyant les soldats morts, il a demandé si c'était Barton qui avait fait ça. Il a aussi remarqué que certains soldats étaient encore en vie et a essayé de partir chercher de l'aide, mais il a fini transpercé par la lame de Barton et jeté au sol comme les autres. Au fond, Barton voulait seulement protéger les autres de Lion, mais il a fini corrompu par le pouvoir maléfique, et c'est à ce moment-là que la caméra s'est cassée. Hot les a informés que l'enregistrement s'arrêtait là. Kay s'est dit qu'apparemment, Hot ne connaissait pas Anna, ce qui voulait dire qu'elle n'en savait pas long sur l'organisation. Actuellement, les plus grandes menaces venaient des monstres créés par la poussière cramoisie. C'est l'un d'eux qu'il avait tué dans sa vie antérieure. Maintenant, il commençait à soupçonner que l'organisation était peut-être responsable du déclenchement de la grande catastrophe qui avait frappé le monde entier. Si c'était vrai, l'escouade blanche avait essayé de faire tomber l'organisation à l'époque, mais ils ont fini par être vaincus par cette même Anna qui a retourné Lion contre eux. Ses pensées ont été interrompues par le gargouillis de l'estomac de Hot, ce qui lui a fait réaliser qu'il avait aussi super faim. En y réfléchissant, ça faisait un bail qu'il n'avait rien mangé, et il y avait toujours ce problème d'être coincé dans un corps de bébé. À ce moment-là, Kay a demandé si la grande hackeuse Hot avait déjà fini son travail. Elle a expliqué qu'elle ne pouvait plus rien faire vu que la caméra avait été détruite. Kay a alors pointé sa lame sur sa nuque et a déclaré que dans ce cas, elle ne servait plus à rien. Cependant, Hot a contre-attaqué en utilisant un robot qu'elle avait implanté et caché auparavant. C'est là que quelqu'un d'autre est apparu et a frappé Kay, mais il s'est avéré que c'était Manuro. Quand ils se sont reconnus, Hot a demandé si son grand-père connaissait cet homme. Kay a demandé à Manuro ce qu'il voulait dire par grand-père, mais les deux se sont juste regardés en silence pendant un instant. Plus tard, ils étaient en train de manger tous ensemble, un vrai festin en parlant de tout et de rien. Pendant le repas, Kay a demandé si c'était vrai que Lion avait enfermé Hot et mené des expériences bizarres. Si c'était vrai, son apprenti serait maintenant leur ennemi, c'est ça? Kay a ensuite voulu savoir si Manuro avait un plan quelconque. Hot les a interrompus en leur disant de manger d'abord et de décider ça plus tard. Manuro a approuvé, disant que c'était une bonne idée et qu'il devait de refaire le plein d'énergie. Il a alors tendu une petite brique de lait à Kay et lui a demandé si c'était tout ce qu'il pouvait consommer maintenant. C'est ça, point modèle. Hot s'est mis à se moquer de lui, disant qu'il allait juste boire du lait comme un petit bébé. Minuro a alors demandé si elle ne connaissait toujours pas la vérité. Kay s'est demandé si c'était vraiment une bonne idée de tout lui raconter. Minuro a expliqué que s'ils voulaient vraiment coopérer, ils devaient être honnêtes l'un envers l'autre. C'est à ce moment que Hot, finissant son soda, a demandé de quoi il parlait. Kay a dit que c'était bon, puis il a désactivé sa forme d'ombre et a révélé sa véritable apparence. Il était en fait un bébé. Ça a fait cracher à Hot le reste de la mousse de son soda et elle a demandé, sous le choc, ce que c'était que ce truc. Elle était paumée, essayant de comprendre si au final c'était vraiment juste un gamin. Mais Kay, maintenant avec une apparence de bébé, a montré sa griffe faite d'ombre et l'a prévenu qu'il pouvait toujours la buter s'il le voulait. Minuro lui a dit d'arrêter de le provoquer. Hot s'est plainte que Kay et Lion n'arrêtaient pas de s'en prendre à elle juste parce qu'ils avaient des pouvoirs et pas elle. Kay s'est dit que révéler son identité, ça passait, mais le problème, c'est que tout le monde le sous-estimait tout le temps. Même coincé dans ce petit corps, il avait toujours des capacités de niveau légendaire. C'est vrai que ça l'empêchait aussi d'utiliser toute sa puissance. Mais peut-être que c'était finalement une bonne chose. Ce serait malin de cacher ses pouvoirs à l'organisation. Au moins le temps de rassembler des infos sur tout le monde. Kay a ensuite demandé quel serait leur prochain coup. Minuro s'est levé et a expliqué qu'à l'intérieur de cette base, il y avait d'autres escouades et sections. La plus influente s'appelait Snow Wolf. Les cadres de cette escouade avaient déjà été vaincus par Lion lui-même. Mais celui qui commandait vraiment Lion maintenant, c'était la main de l'organisation. Les enfants étaient éparpillés partout, ce qui rendait une attaque frontale très difficile. Avant toute chose, il devait sauver ses gosses. Si seulement ils avaient quelqu'un d'infiltré comme collaborateur, tout serait plus facile. C'est à ce moment-là que Minuro a regardé droit dans les yeux Kay, qui avait toujours l'apparence d'un bébé. Il a dit que si l'unité Snow Wolf remarquait un truc bizarre, ils seraient tous dans la merde. Puis il a demandé si Hot pouvait transmettre de fausses images. Hot, se sentant sous-estimé par son propre grand-père, a tapé à toute vitesse sur l'ordinateur et en quelques secondes, elle a activé tous les robots en disant qu'un jour, elle leur facturerait ce service. Minuro a répondu que dans ce cas, elle ne pouvait pas rester là et l'a tout simplement balancé hors de la grotte.
Après ça, il a demandé s'il pouvait faire confiance à Kay pour secourir les enfants. Kay a répondu qu'il avait eu quelques problèmes plus tôt, mais que maintenant tout allait bien. La première chose qu'il a faite a été de créer une copie de lui-même en utilisant sa forme d'ombre. Avec ça, ce n'était plus seulement bébé Kay, mais un adapté qui portait bébé Kay dans ses bras. Il a dit à Minoru de lui confier cette mission. Et quand Minoru a fermé la porte, Kay a dit, rempli de haine, qu'il crevait d'envie de buter ce maudit lion. Kay s'est dit que ce monstre allait voir ce qu'il allait voir. Pendant ce temps, les petits bébés se faisaient toujours courser par la créature. Avec l'aide des robots de Hot, Kay était en train de remonter sur la plateforme où tout avait commencé. Le monstre a failli réussir à dévorer à nouveau sa proie, mais il a été frappé par le pouvoir d'une des enfants plus âgées qui avait déjà bien appris à maîtriser ses capacités. L'autre Kay, celui qui était le monstre, a regardé autour de lui et s'est demandé qui il devrait choper en premier. Il ne pouvait pas non plus attraper la plus âgée car elle protégeait les autres. Alors il a décidé d'attaquer d'abord ceux qui ne paniquaient pas. Avec ses tentacules d'ombre, il a tiré tous les petits bébés hors de la plateforme. Ils étaient désespérés, mais ils ont été sauvés par les robots de Hot qui les ont rattrapés. Peu de temps après, les soldats de Snowwolf ont été alertés que plusieurs enfants étaient tombés de la plateforme. Très prudemment, Kay les a tous déposés en bas dans la décharge et s'est dit que toute l'histoire avait failli très mal tourner. Mais quelqu'un l'a repéré à ce moment-là parce qu'il était monté sur la plateforme pour faire ça. Pendant ce temps, dans une autre partie de la base, ils effectuaient un traitement de choc sur un monstre créé par la poussière de Karmassine. Lion est apparu, disant qu'il faisait trop de bruit et a demandé si ça ne risquait pas d'attirer une attention non désirée. Le type maigrichon qui s'occupait de la créature de l'organisation a répondu avec mépris en demandant si c'était comme ça qu'il parlait à son propre maître. D'un seul regard, il fit souffrir le martyr à Lion. Il est tombé à genoux, impuissant, et s'est excusé en disant qu'il s'était un peu emporté. Anna est apparue, demandant ce qui se passait avec Lion, voulant savoir s'il perdait à nouveau le contrôle. Il a répondu que ça faisait mal, ça faisait trop mal. Malgré ça, il a continué le traitement de choc sur la créature et a dit que même s'il avait obtenu ses pouvoirs grâce à la bénédiction de la Karmassine, c'était toujours très douloureux de porter ce genre de force. Il s'est demandé si c'était parce qu'il n'était pas assez fort. Anna a essayé de le calmer à nouveau et a demandé à Lion ce qui était arrivé aux enfants. Il a répondu qu'ils étaient encore en phase de test. De retour sur la plateforme, celui qui a surpris Kay était l'enfant plus âgé. Il lui a demandé qui il était et quel était son but. Sans attendre de réponse, il a lancé un jet de sable si puissant qu'il a projeté Kay hors de la plateforme. Malgré ça, il a atterri sur ses pieds en utilisant son pouvoir d'ombre. Il a demandé au garçon d'arrêter de rendre la situation encore plus merdique et lui a demandé s'il était Xiao par hasard, celui qui même après avoir été gravement blessé, a réussi à survivre et est devenu un adapté. Il a dit que Xiao avait eu de la chance, mais qu'il en avait payé le prix en se retrouvant dans ce corps. Xiao a demandé pourquoi il n'était pas retourné avec eux. Kay a répondu, voulant savoir « Retourner où ?» Retourner dans l'escouade du capitaine, le capitaine qui l'a trahi. Xiao a dit que selon la situation, les sacrifices étaient nécessaires et que le capitaine Lion avait certainement ses propres raisons. Kay est devenu furieux et lui a demandé s'il était sérieux. Abandonner des gosses dans une décharge pour qu'ils se fassent beau bouffer par des monstres, c'était digne d'un capitaine. Xiao a répondu que ça n'avait pas d'importance. En tant que soldat, il ne devait qu'obéir aux ordres et à cause de ça, il continuerait d'obéir au capitaine Lion jusqu'à la fin. Utilisant son pouvoir de poussière et de sable, Xiao a essayé de piéger Kay, qui a admis qu'il avait de bonnes capacités. Il a aussi noté que Xiao n'avait pas subi de lavage de cerveau parce qu'il était déjà débile bien avant ça. Alors Kay a décidé de contre-attaquer avec le pouvoir des ombres, disant que si Xiao ne comprenait pas avec la manière douce, il comprendrait avec la manière forte. Son attaque était si puissante qu'elle a repoussé Xiao, le projetant directement dans la zone d'attaque d'un des robots de Hot. Mais le robot n'a pas attaqué. À la place, il a projeté un hologramme et a affiché un message. Minoru est apparu dans la communication et a demandé à Xiao depuis quand Lion était devenu le commandant suprême de cette base. Xiao, complètement perdu, a voulu savoir si son patron était encore en vie. Minoru a alors affirmé avec fermeté qu'un soldat n'est un soldat que s'il reste humain. Se servir d'enfant pour des expériences était une cruauté qui ne pouvait être justifiée sous aucun prétexte. Et en tant que nouveau commandant suprême, son ordre était d'emmener tous ses gosses en lieu sûr. Xiao, même s'il hésitait, a accepté l'ordre et a commencé à obéir. Pendant ce temps, les nouveaux membres du Snowwolf, les adaptés qui se trouvaient aussi dans la base, ont commencé à bouger pour éviter plus de dégâts. Mais ils sont arrivés trop tard, car un des murs a explosé sous le jet de sable balancé par Xiao, qui transportait un bateau rempli d'enfants. Kay s'est mise à hurler, super excité, en lui disant de foncer à toute vitesse. Xiao a râlé en disant qu'il ne recevait pas d'ordre de lui, histoire de bien montrer qu'il faisait toujours les choses à sa sauce.
Pendant ce temps-là, les enfants à l'intérieur du bateau ont commencé à vomir à cause de la vitesse. Les adaptés ont vu le manège et ont essayé de réagir. Kay les a regardés et a dit que ce n'était que de la bleusaille, même pas la peine de se fatiguer. Malgré ça, le bateau a continué de défoncer les murs avec force. Un des adaptés a prévenu l'escouade qu'il y avait des enfants en train de se barrer. À travers un des robots, Hot a débarqué dans la communication et a parlé à Kay, se plaignant qu'il foutait un sacré bordel en bas. Elle a dit que c'était le chaos total. Grâce au radar, elle a remarqué que plein de monde leur courait déjà après. Kay a répondu que tout allait bien. Après tout, ils l'avaient de leur côté. Roach a demandé si elle allait toujours nettoyer ses conneries. Mais Hot a activé ses prothèses robotiques et s'est mise à utiliser 4 claviers en même temps. Elle a dit qu'elle ne se plaignait pas. Pour elle, nettoyer ce bazar, c'était du gâteau. Alors qu'ils continuaient de défoncer les murs avec le pouvoir du sable, les soldats ont essayé de les intercepter, mais le système de défense de la base s'est retourné contre eux, car c'était Hot qui était aux commandes. Ceux qui n'ont pas été touchés par le système de sécurité ont fini pulvérisés par l'un des robots-bombes de Hot. Les décombres dans le sable de Xiao ont étouffé ceux qui restaient au sol et Kay s'est dit que c'était ça, le vrai visage de l'une des plus grandes organisations de renseignement au monde. Hot a alors interpellé Kay, lui disant de garder les yeux bien en face car elle n'avait aucun robot positionné dans la zone où il se dirigeait. D'après le radar, on aurait dit que quelqu'un était déjà arrivé sur place. C'était probablement l'escouade d'élite de Lyon. Quand ils sont arrivés, ils ont vu un peloton qui avait l'air bien plus préparé que les précédents. D'ailleurs, ils pariaient même entre eux pour savoir qui en buterait le plus. Les soldats avaient leurs fusils pointés, prêts à faire feu. Kay a dû sauver un des enfants avec son pouvoir car les balles traversèrent le sable. Malgré ça, il voulait garder son énergie pour plus tard. Les tirs continuaient de percer la barrière de sable avec une facilité déconcertante et Kay s'est fait surprendre quand une des gosses s'est retrouvée à découvert. Mais au lieu d'être blessée, elle a utilisé son propre pouvoir. Un cri si puissant qu'il a renvoyé la balle avec une force sonique. Un autre enfant s'est aussi protégé en utilisant des pics de glace. Pendant qu'il se défendait tout seul, Kay s'est concentré sur l'élimination des ennemis et s'est dit qu'au final, ces gamins avaient vraiment des capacités de ouf. Plus tard, dans l'ascenseur de la plateforme centrale, le bateau, propulsé par le pouvoir du sable, a refait son apparition. Kay se servait de l'enfant au pouvoir magnétique pour mieux guider leur trajet. Ils ont foncé avec une telle force qu'ils ont fini par grimper dans la cage d'ascenseur sans même avoir besoin de l'ascenseur lui-même. Pendant le trajet, Kay réfléchissait déjà à la suite de son plan, jusqu'à ce qu'un des enfants le remercie pour son aide et lui donne un cadeau, une sorte de montre. Kay s'est dit que ça faisait un bail qu'il n'avait pas entendu quelqu'un le remercier. Et il avait beau essayer de le cacher, ça l'a sincèrement rendu heureux. Mais le calme n'a pas duré longtemps, car Lion en personne est apparu, demandant s'il s'était assez amusé. Il portait les carcasses détruites des robots de Hot. Xiao s'est avancé pour essayer de protéger les enfants, mais Lion a dit qu'il n'y avait pas de raison de s'énerver comme ça, vu qu'il était seulement là pour délivrer un message. D'après lui, l'horaire de leur cérémonie de remise des diplômes avait changé. Hot était sur le cul, se demandant comment il avait pu les retrouver. Elle pensait avoir complètement bloqué sa position avec son matos. Et pourtant, il les a trouvés facilement. Lion a reconnu que les capacités de Hot étaient excellentes, mais il a bien précisé que le pouvoir de la poussière de karma ne pouvait pas être bloqué par elle. Si on revient un peu en arrière, juste après que Hyun ait interféré avec la bénédiction karmasine, le soi-disant œuf de la calamité a commencé à réagir. Anya a demandé si, parmi les cobayes que Lion testait, il y en avait au moins un qui était vraiment intéressant. C'est pour cette raison que Lion était apparu devant ses enfants. Selon lui, l'œuf de la calamité réagissait à l'un d'entre eux. Kay a voulu savoir ce qu'était exactement cet œuf, mais Lion n'a pas répondu directement. Il a seulement dit qu'ils étaient tous encerclés. C'étaient des survivants nés, c'est vrai, mais ils avaient été sous-estimés et maintenant ils allaient forcément tomber. Cependant, avant qu'ils ne puissent agir, le commandant suprême Manuro est apparu pour remettre de l'ordre dans tout ça. Il a accusé Lion de cacher la vérité et de trahir sa propre unité en disant qu'un capitaine qui tue ses propres subordonnés n'est pas digne du grade qu'il porte. Pour cette raison, il a ordonné à Lion et à toute l'escouade Snowwolf de lâcher leurs armes sur le champ. Les soldats se sont regardés, perdus, se demandant si leur capitaine était vraiment un traître. Mais avant qu'ils ne puissent réagir, Lion a pris les devants. En utilisant son pouvoir du sang, il a fait exploser un des soldats et a demandé si quelqu'un d'autre pensait qu'il était un traître. Minuro était sous le choc, se demandant si Lion avait placé des bombes de sang à l'intérieur de chacun de ses subordonnés. La situation est devenue encore plus désespérée quand ils ont réalisé que tous les soldats qui avaient accompagné Monuro étaient déjà morts, et Lion lui-même est apparu derrière son ancien maître avec l'intention de le tuer. Mais le vieil homme a réussi à réagir au dernier moment en utilisant sa canne pour se défendre.
Lyon a commenté que pour quelqu'un de son âge, sa vitesse de réaction était toujours impressionnante. Pendant que les deux échangeaient en des coups, Kay a remarqué que la lame que Lyon utilisait n'était pas une lame ordinaire. Quand elle touchait la peau, elle entrait en résonance avec les fluides corporels de l'adversaire, utilisant des ondes à haute fréquence à haute fréquence pour déchiqueter les tissus de l'intérieur. C'était le genre d'arme qui tuait en un seul coup. Cependant, la lame que Lyon utilisait n'était pas une vraie arme, c'était juste un morceau de sang aiguisé. Même la canne du vieil homme pouvait la briser. Mais si Minuro était touché directement, son corps serait réduit en charpie. Laïon a alors mis en garde les soldats. S'ils désobéissaient, ils allaient morfler sévère. Morts de trouille, ils ont décidé d'obéir à Lyon plutôt qu'au commandant suprême et ont ouvert le feu sur le vieux qui a utilisé le cadavre d'un des morts comme bouclier. Lyon a transformé son épée de sang en lance et, en s'avançant, il a lâché que son maître se défendait encore pas mal du tout. Puis il a lancé une attaque que le vieil homme n'a pas pu esquiver. La lance a traversé le bouclier de chair et s'est plantée dans la poitrine du maître, le clouant au sol complètement vidé de ses forces. Malgré ça, Lyon ne l'a pas tué sur le coup. Il a juste ordonné qu'aucun des enfants ne s'échappe et a commencé à s'approcher lentement. Mais c'est là que Kay a surgi de l'ombre en demandant qui exactement essayait de se tirer. D'un coup, tous ces soldats et même le commandant se sont transformés en une espèce de slime. Lyon, complètement choqué, a capté qu'il s'agissait de leur depuis le début. Kay a fait remarquer que ça n'avait pas été de la tarte, parce que contrôler autant de clones de slime à la fois, c'était super crevant. C'est là que Hoth a annoncé que son projet allait enfin être mis à l'épreuve. Il s'agissait de l'armure exosquelette. C'est ce que le commandant suprême et son équipe portaient à ce moment précis. Une armure parfaite pour le combat. Le commandant s'est souvenu de la conversation qu'il avait eue avec Monuro juste après avoir renvoyé sa petite fille dans sa chambre. Il avait demandé s'il y avait du matériel non utilisé dans l'armée. Monuro avait répondu que oui, mais qu'il fallait une autorisation pour l'utiliser, surtout pour des missions personnelles. Il faudrait une justification en béton. Le commandant avait alors répondu que si cette situation n'était pas une assez bonne raison, alors il ne voyait pas ce qu'il fallait de plus. Monuro a confirmé et expliqué qu'il avait déjà l'autorisation nécessaire. Pendant ce temps, Lyon s'est retrouvé complètement encerclé par les autres soldats. Le commandant a officiellement déclaré le début de l'opération de reconquête. Plusieurs armes étaient pointées droit sur la tête de Lyon, et Monuro lui a demandé de se rendre une bonne fois pour toutes, mais Lyon a rétorqué qu'il n'en revenait pas, que le commandant ait ramené précisément l'équipement que lui-même avait refusé dans le temps. Mais jusqu'à la fin du combat, tout pouvait arriver. Après tout, c'était Monuro lui-même qui avait appris ça à Lyon. Et c'est pour ça que Lyon a fait péter toutes les bombes de sang, butant ses propres soldats, juste pour affaiblir l'équipe du commandant. Malgré tout, et en dépit de sa protection, il a commencé à encaisser des tirs et a dû provoquer une explosion encore plus balèze pour se fondre dans la fumée. En utilisant le pouvoir qu'il a tiré de la bénédiction karmasienne, Lyon s'est préparé à contre-attaquer. Kay a capté que si Lyon gagnait du temps, la situation risquait de vraiment mal tourner. Il a donc hurlé aux soldats de tirer en exigeant qu'ils le butent, et vite. Mais Lyon a rétorqué qu'il était déjà trop tard. Il a canalisé son pouvoir de sang à travers tous les cadavres qui jonchaient le champ de bataille et, grâce à la bénédiction karmasienne, il les a tous changés en monstres. Malgré ça, le commandant a ordonné de ne pas rompre les rangs et de continuer le feu. Une bataille à grande échelle venait de commencer. Un des monstres a profité du chaos pour s'en prendre aux enfants. Shuan a utilisé son pouvoir du sable pour l'intercepter, mais il savait qu'il ne pourrait le bloquer que quelques petites secondes. Kay pensait que la bataille était déjà pliée. Après tout, Zokal, le pouvoir qu'il avait éveillé venait de l'organisation elle-même. Mais maintenant, il n'en était plus si certain. Le plus urgent, c'était de trouver un abri sûr pour mettre les enfants en sécurité. Pendant ce temps, Lyon a de nouveau sorti ses armes de sang et a balancé que ça faisait un bail qu'il n'avait pas affronté son maître. Mais cette fois-ci, la différence, c'est que ce serait un combat à mort. Le commandant Monuro a lui aussi sorti son arme et a répliqué que c'était pathétique de sa part. Le combat a repris de plus belle. Depuis les hauteurs, un certain Rayon observait la scène tout excité. Il était aux anges, il voulait trop rejoindre la bataille parce que ça avait l'air super fun. Pendant ce temps, le peloton essayait de gérer la situation. L'ordre était simple, buter les monstres. Un des soldats s'est fait mettre à terre par une des créatures et a failli y passer. Mais par chance, l'équipement de Hoth était au point. Le soldat a activé le mode camouflage et a attaqué par derrière avec les lames de l'exosquelette, réussissant à se tirer de là. Sauf que Lyon avait une plus grande puissance de feu. Il pouvait créer d'autres monstres les doigts dans le nez. Et avec ce pouvoir, il a achevé le soldat qui avait survécu juste avant. Puis il a balancé qu'il voyait déjà la fin de cette bataille, maître. Il a dit ça juste avant de croiser le fer avec Monuro.
Même avec la puissance de l'organisation et la bénédiction karmasienne, c'était galère de percer l'armure exosquelette. Monuro a activé l'impulsion maximale de l'armure et a réussi à repousser et anéantir le pouvoir du sang. Lion ne s'attendait mais alors pas du tout à ce que cette technologie ait une telle fonction. Le commandant a également sorti son arme et a demandé à son apprenti s'il n'avait pas pensé qu'il lui serait impossible d'esquiver en plein air. Lion a demandé pourquoi pas. Il a utilisé son pouvoir sur un des soldats morts, contrôlant le corps pour balancer un bout de tissu sur le commandant et lui bloquer la vue. Le commandant a tiré mais l'a raté, vu qu'il n'y voyait rien. Lion a sauté sur l'occasion, a agrippé l'armure de son ennemi et les deux se sont à nouveau échangés des coups. Mais cette fois, le commandant avait l'avantage. Monuro a dit que c'était la fin de Lion, même s'il l'a dit le cœur lourd. Au moment où il a tiré, le canon de l'arme a été bouché par un des cristaux karmasines, ce qui a provoqué une énorme explosion. Le commandant a été projeté et est tombé sur le champ de bataille. Lion a recouvert sa blessure avec un des cristaux et a avoué qu'il savait depuis le début qu'il devrait frapper un grand coup pour vaincre son maître. Mais il savait aussi que ça ne suffirait pas à le battre aussi facilement. Même avec une partie de son armure détruite et le corps à moitié calciné, le commandant Monuro tenait toujours debout. Sa plus grande préoccupation était les enfants. Kay a regardé Hoth et a demandé si cette armure était juste pour la frime, vu qu'elle ne semblait rien faire. Hoth a répliqué qu'il ferait mieux de ne pas être si impatient parce qu'il ne faisait que s'échauffer. Même si elle s'inquiétait aussi pour son grand-père, elle avait réussi à calculer tous les dégâts que son corps avait subis. Hoth avait déjà une stratégie parfaite pour ce genre de situation. Sans la moindre hésitation, elle a envoyé une nouvelle horde de robots droit sur le champ de bataille. Leur mission, renforcer les défenses et garantir la protection des enfants. Chaque robot était programmé pour agir de façon coordonnée, créant un front défensif le temps que les alliés se réorganisent